Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du Hot et du Hard, l'interview. C'est sur la 2 naturellement et vous êtes sur Canal 2 International évidemment. Nous engageons ici une série d'éditions de l'arène sur Paris, sur la place parisienne. Après l'aventure menée en mars en Côte d'Ivoire, nous mettons cap sur la ville lumière pour enchaîner avec la diaspora camerounaise ou bien quelques figures de la diaspora camerounaise qui sont présentées comme les plus connues, peut-être pas toujours les plus éclatantes, mais les plus connues tout au moins, et nous engageons la série. Ce soir, avec Wilfried Ekanga, ce sera sans notre public habituel, parce que normalement, quand je donne le nom de l'invité, il y a des applaudissements dans le public. Vous avez compris, nous avons délocalisé l'arène, et nous sommes hébergés ici à Paris par Vox Africa, qui a mis à notre disposition tous les moyens techniques pour produire cette série d'émissions de 4 à la suite que nous diffusons au cours de ce mois de juin. J'accueille donc notre invité, Wilfried Ekanga. Bonsoir, bienvenue dans l'arène, nouvelle fois, mais de ce côté. Il y a quelques années, vous étiez de ce côté-là. Oui, effectivement, bonsoir à vous, monsieur Rodrigue. Merci de l'invitation. Je me souviens effectivement de la dernière fois, c'était à Douala. À Douala. Où j'étais plutôt dans le rôle de l'assaillant, avec le très respecté Ludovic Lado. Ouais. Donc je suis heureux d'être aujourd'hui du côté de l'invité. J'espère que les gladiateurs que vous avez affrétés à mon service seront sans pitié pour qu'on ait une émission de grande qualité. Donc je dis bonsoir à tous les Camerounais, à tous les Camerounaises, à mes chers compatriotes, et je me réjouis de l'émission qu'on va avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, et surtout merci de nous accueillir à Paris, parce qu'en réalité, c'est vous qui nous recevez ici. Moi, je suis étranger, visiteur. Normalement, nous devons procéder à votre présentation, mais il paraît que c'est un aspect qui ne vous convient pas beaucoup, mais j'ai noté tout de même que vous êtes analyste politique, auteur. Vous avez mis sur le marché du livre « Tu dois t'impliquer », le récit d'une folle campagne. C'est un récit personnel de ce que vous avez vécu pendant la campagne électorale au cours de la dernière présidentielle au Cameroun. Vous êtes donc auteur de cet ouvrage paru à compte propre, édité à compte propre. Oui, je l'ai auto-publié en fait. Je me suis inspiré de l'auteur, en tout cas des auteurs qui ont consigné par écrit les expériences vécues. Ici en France, on a eu au 19e siècle Alexis de Tocqueville, qui à l'époque de la monarchie Charles X, etc., est allé aux États-Unis et a vécu un peu la politique participative. Donc il est revenu, il a consigné en 35-40, en 2 tomes, un livre qu'il a intitulé « De la démocratie en Amérique ». Et donc pour apprendre, en tout cas pour enseigner à ses compatriotes, plus ou moins leur dire on peut s'inspirer d'un tel modèle où le citoyen est impliqué dans les choses de sa République, enfin de ce qui deviendra plus tard la République. Et donc de retour au Cameroun, où nous avons partagé évidemment quelques plateaux ensemble, où j'ai partagé une expérience inédite que beaucoup considéraient comme risquée quand je quittais l'Allemagne pour les quelques mois passés au Cameroun. Je me suis dit, étant donné que les jeunes manquent de courage pour aller sur le terrain et essayer de donner leur avis, quelque chose à laquelle ils ont droit, il est peut-être utile de dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, la raison pour laquelle je me suis engagé, que je me suis impliqué, et que peut-être modestement, 2-3 Camerounais vont s'en inspirer pour également faire mieux dans le futur ce que j'ai fait par le passé. Alors, est-ce qu'il serait superfétatoire, le mot à la mode au Cameroun, est-ce qu'il serait superflu de signaler que vous êtes militant du MRC? Non, pas du tout, c'est totalement assumé. Je considère que la différence entre un être vivant et un mort, permettez-moi le terme, c'est que l'être vivant, il pense, il fait, il donne son avis. Non seulement il pense, mais il dit ce qu'il pense. Non seulement il fait, mais il fait ce qu'il a prévu de faire. Il ne le fait pas par contrainte, il le fait par conviction. Et c'est important parce que comme nous allons quitter ce monde de toute façon, il est important de le quitter en ayant fait ce qu'on estimait juste ce qu'on avait envie de faire et en ayant dit ce qu'on estimait juste ce qu'on pensait, plutôt que de le quitter, étant donné qu'on va le quitter, comme j'ai dit, de toute manière, sans avoir rien fait du tout. Donc j'assume mon appartenance au MRC, j'assume mon nom, mon visage, j'assume mes opinions politiques, et c'est pour ça que j'assume avec plaisir le débat que nous allons avoir aujourd'hui. Et vous pratiquez votre militantisme ici, en Europe, ici en France, est-ce que vous êtes rattaché à une cellule, à une organisation spécialisée, à des structures du MRC? Disons que parmi ceux qui peuvent donner leur avis aux oreilles du président de notre formation politique, Maurice Kamto,
J'ai été sélectionné dans le petit cercle fermé de ses conseillers. Et voilà, c'est mon utilité principale. Et dont je suis une sorte de vagabond qu'on va retrouver partout. Nous étions en Italie il y a une semaine dans le cadre d'une conférence sur justement l'épitrerie gouvernementale que subit la diaspora ces derniers temps en ce qui concerne les inscriptions sur les listes électorales. Donc c'est ma fonction principale. Mener des débats, donner mon avis, écrire, penser, parler, suggérer 2-3 idées au président. Et voilà, recevoir quelques coups de lui quand nous ne sommes pas d'accord, parce que oui, nous ne sommes pas toujours d'accord et c'est très bien. C'est ça qui permet au MRC de toujours aboutir à des solutions qui mettent en mal le camp qui est détenteur du pouvoir actuellement, parce que nos mesures, nos méthodes sont des circuits mûrement réfléchis, issus de la contradiction interne et de la vérité qui s'en dégage. Donc c'est un sport intellectuel très agréable au MRC et je félicite et je remercie le président de notre parti, Maurice Kamto, de m'avoir fait l'honneur en tout cas de considérer ma modeste personne comme quelqu'un qui peut lui donner un avis qui d'une manière ou d'une autre a une certaine valeur. Merci Wilfried Ekanga d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là avec moi pour conduire la partie interview de cette émission. Vous savez, l'arène, c'est une sorte de connexion entre plusieurs genres ou bien plusieurs formats journalistiques. C'est l'interview, c'est le débat. Nous n'allons pas sacrifier aux habitudes qui voulaient que vers la fin de l'émission, nous ayons la synthèse ou que nous ayons au cours de cette édition mes préférences qui nous permettaient de rentrer dans votre jardin secret compte tenu du temps, compte tenu de la mobilisation des ressources humaines. Nous avons switché ces 2 rubriques pour la série d'émissions que nous tournons ici. Et pour mener la partie interview, je reviens à ça, je suis avec Armel Pifo ce soir, que les téléspectateurs de Canal 2 connaissent. Bienvenue Armel. Est-ce que c'est moi qui dois vous dire bienvenue? Mais dans tous les cas, puisque je suis le host, je vous dis bienvenue quand même. Merci Rodrigue, bienvenue à toi également. Merci de nous accepter à Paris, merci de collaborer ou de travailler à la bonne marche de cette série de production. Les téléspectateurs de Canal 2 sont un peu habitués à votre visage. Vous avez, à un moment donné de l'histoire de la chaîne, présenté le journal sur Paris, c'est bien ça? Exactement. Je n'étais pas moi-même déjà dans la chaîne, mais j'étais téléspectateur assidu, donc j'ai pu noter quand même que vous avez présenté le journal. C'est ça, c'est exactement ça. Et pour le moment, vous êtes journaliste freelance sur la place parisienne. C'est ça, exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais est-ce que je dois l'accueillir ici? Non, en réalité, mais je l'accueille, comme je l'ai dit, c'est moi le host. Je voudrais accueillir Olivier Enogo, qui est en fait notre hôte ce soir. C'est dans les studios de Vox Africa que nous tournons cette série d'émissions, l'Arène sur Paris. Olivier Enogo, qui est le responsable de Vox Africa ici à Paris. Au plan administratif, on vous présente comme directeur général adjoint. J'ai dit on vous présente parce que vous n'acceptez pas que je vous donne du directeur général. Vous voulez Olivier simplement. Olivier simplement, parce que je suis journaliste avant tout. Déjà, bonsoir, merci. Bonsoir aussi aux téléspectateurs camerounais. Merci d'ailleurs de me laisser la possibilité, à travers cette plateforme, de m'adresser aussi également aux Camerounais. Donc, c'est votre émission. Moi, je ne suis qu'un modeste journaliste qui participe. À vous les clés. Merci Olivier. Nous allons donc respirer un peu, 10 secondes simplement, et nous rentrons dans la première partie de cette émission. La première bande, je l'appelle souvent ainsi, c'est tous contre un. Wilfried Ekanga, je rentre avec cette question. Comment on est revenu sur votre ouvrage produit en marge de l'élection présidentielle de 2018. On a envie tout de suite de vous demander, à l'aune du récit que vous faites, comment vous envisagez celle de 2025 qui arrivera certainement. Malgré les appels à l'anticipation ou au report, on n'a presque pas modifié ou bien décalé la date d'une élection présidentielle au Cameroun. Oui, il faut qu'on la maintienne. Comment j'envisage l'élection à venir comme quelqu'un qui considère que le calendrier doit être respecté. Il est inadmissible que ceux qui nous accusent d'être en marge de la loi
et de ne pas respecter la loi, de vouloir la déstabilisation des institutions, soit précisément ceux-là qui ont l'intention ou qui évoquent, que ce soit de manière ouverte ou subtilement, l'idée d'un report des élections présidentielles. Il n'est inscrit nulle part dans la constitution de notre pays que la volonté d'empêcher un parti d'opposition de se présenter aux élections fait partie des critères qui rendent rationnel le report d'une élection. Nous n'avons pas, selon les dires de ceux contre qui nous voulons justement entrer en scène en 2025, nous n'avons pas de crise majeure. Il fait bon vivre au Cameroun, tout va très bien. C'est ce qu'ils nous ont fait comprendre quand on mettait en avant, par exemple, la crise anglophone. Même à Bamenda aussi. Oui, justement. Quand on mettait en avant la crise anglophone et tous les remous politiques qu'il y a à l'intérieur du pays, ils nous ont fait comprendre que non, tout va bien dans le meilleur des mondes au Cameroun et que ce sont ceux qui veulent la déstabilisation du pays, qui disent que le pays va mal. On les prend au mot et on veut qu'ils matérialisent ce qu'ils ont dit, à savoir garder le calendrier électoral tel quel, parce que la Constitution dispose que quand tout va bien dans le meilleur des mondes, le calendrier doit être respecté. La République n'est pas un caprice dont nous l'envisageons en respectant le calendrier. On a la faiblesse d'accorder le bénéfice du doute à ceux que nous allons affronter, qu'ils vont justement s'en tenir à la Constitution de notre pays, même comme cela semble de temps en temps assez difficile pour eux. Parce que dans leur esprit, la Constitution n'a de sens que si elle permet de museler les camps adverses. Dans la mesure où l'opposition se retrouve avec les mêmes chances et sur la même ligne de départ que le parti au pouvoir, on se met à torpiller la Constitution tout en ayant la sournoiserie et le cynisme d'accuser précisément l'opposition de quelque chose qu'on fait soi-même. Mais vous revendiquez le respect scrupuleux du calendrier électoral. On vous voit bien étendre ce respect-là, pas seulement à la présidentielle, mais aux législatives et municipales. C'est bien ça. Évidemment. Si j'ai bien cerné votre propos. Oui, le calendrier électoral, ça veut dire le calendrier des élections. Les élections de proximité et les élections présidentielles. Ceci est d'autant plus fondamental que dans la mesure où on prorogerait le mandat des députés parce que... Ça, au moins, c'est prévu par la loi, il faut le mentionner. Oui, mais dans la mesure où on prorogerait... Parce que vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas prévu pour le cadre de la présidentielle. Non, je dis, il n'est pas prévu... Et je le dis pour la gouverne des téléspectateurs, c'est prévu pour les législatives. Oui, mais pas sur un... Que ce soit la présidentielle ou les élections de proximité, ce n'est pas prévu sur la base d'un caprice présidentiel. Il y a des dispositions légales qui établissent un contexte précis à la prorogation. Ça doit se justifier. En 2018, la justification, c'était pour les raisons financières. Il y avait chevauchement. Enfin, les élections se télescopaient à la même période et l'État indiquait qu'il n'avait pas les moyens d'organiser 3 élections en une année. Ça, c'était l'argument avancé en 2018. Vous pensez quelque chose a changé en 2025? Bon, comme j'ai dit, j'ai l'habitude de m'en tenir aux paroles de ceux qui nous disent que le Cameroun va bien. Le président Paul Biya, puisqu'il faut l'appeler ainsi, a conduit le Cameroun vers... Le président de la République du Cameroun. Oui, il a conduit le Cameroun vers les grandes... Même Maurice Kamto l'appelle le président de la République. Oui, le président de facto. Il y a le droit, il y a le fait. Il y a des jure, il y a des facto. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui peut... Comment dire? C'est-à-dire quelqu'un qui, en principe, ne devrait pas être là, mais qui, dans le fait, est là, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il s'est imposé. Et je dis donc, le président, puisque ça ne me pose pas de problème, de toute façon, les élections arrivent. Et donc le président Paul Biya, il a décidé qu'il amenait le Cameroun vers les grandes opportunités, grandes ambitions, grandes réalisations. On part du principe que de 2018 à 2024, le Cameroun a saisi, grâce à la magnanimité et à la grande vision de Paul Biya, ces opportunités-là, et que la situation économique s'est améliorée. Parce que dans la mesure où il viendrait nous dire que, pour des raisons financières, il serait dans l'impossibilité de tenir les élections législatives encore en 2024 avant les présidentielles, cela signifierait que ceux qui ont dit qu'il a conduit le Cameroun dans l'abîme ont raison puisqu'il le confirmerait lui-même. Donc on veut bien, c'est pareil que pour les crises politiques, dont il nous a dit que il n'y a pas de crise, la crise anglophone, elle a été neutralisée, mais que les gens sont en train de revenir à la raison et de déposer les armes en disant ok, conformément à la loi fondamentale, le pays n'étant pas en crise, il faut maintenir le calendrier. Et donc quand il dit également qu'il conduit le Cameroun vers les grandes opportunités, on part du principe que 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, en 2025, le Cameroun, justement, a franchi un pas supplémentaire vers l'émergence. D'autant plus que 2025, ce sera 10 ans seulement avant 2035, le jour où nous aurons atteint, en théorie, selon lui, le point d'achèvement du calendrier de l'émergence. Donc, normalement, le Cameroun se porte très bien économiquement en 2025 grâce à Paul Biya et les élections doivent se tenir. Sauf s'il convainc, pour une fois,
avec le MRC que le Cameroun économiquement, c'est une récession permanente comme à plusieurs échelles de l'infrastructure sociale nationale. Donc soit il est cohérent et le Cameroun progresse, et donc le Cameroun, grand pays qu'il est, a la capacité d'organiser tout type d'élections selon la définition, selon le calendrier qui a été fixé, soit le Cameroun n'a pas pu s'autonomiser et est incapable en 2025 d'organiser ses élections. 4 peut-être. Et là, dans ce cas, il faudrait qu'on explique de quel type d'émergence nous rêvons 10 ans plus tard, quand justement sur les 7 dernières années, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On est dans un paradigme de cohérence. Il est évident, selon notre constat, que c'est la chose la moins partagée dans le régime d'en face. Une question, peut-être en attendant, l'enjeu, il semble, ce n'est pas que le Cameroun, le calendrier soit strictement, rigoureusement respecté au Cameroun. Il paraît, d'après de nombreuses analyses, que l'enjeu fondamental pour le MRC, c'est pouvoir avoir la chance ou une chance d'avoir un élu issu de ses rangs, ce qui lui permettrait de remplir une condition fondamentale pour pouvoir investir un candidat à la présidentielle. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe particulièrement au sein du MRC? Bon, le MRC, les élections qui viennent ne sont pas le seul cas de figure où le MRC pourrait présenter des élus. Qu'adviendrait-il si un élu d'un autre parti politique intègre le MRC, il prend la carte du MRC, il deviendrait un élu du MRC, qui permettrait au MRC d'avoir la légitimité de présenter un candidat à l'élection. Le militant d'un parti donné peut déserter et intégrer le MRC et prendre la carte. Actuellement, nous sommes à l'intérieur d'une coalition, l'Alliance pour le changement, qui contient des élus issus d'autres partis politiques. Vous avez en 2011 la jurisprudence Paul Aya Abiné qui avait quitté le RDPC et qui avait créé sa formation politique au début de l'année 2011, le People's Action Party, le parti d'action populaire, le PAP, et qui s'est présenté justement, il était désormais militant du parti d'action populaire, et le parti d'action populaire a pu porter un candidat à la magistrature suprême. Ça n'a pas causé le moindre souci à ce moment-là, dont le MRC a la même possibilité aujourd'hui. Pas forcément de présenter comme candidat la personne qui a intégré le MRC par la suite alors qu'il était élu d'un autre parti à la base, mais en tout cas à partir de là, le MRC possédant un élu peut décider librement de qui en son sein peut devenir le candidat. Une fois que le corps électoral sera convoqué, peut décider de celui qui justement en son sein peut devenir le candidat du parti. Maintenant, pour les élections à venir, évidemment, en fait, on se base d'abord sur la Constitution. Avant qu'on ne dise que ça permet au MRC d'avoir un élu, c'est la Constitution qui, d'office, fixe le mandat des députés il y a 5 ans, qui arrive à expiration en 2025 et qui donc, de facto, puisqu'on parlait de fait, permet à ceux qui, justement, battent campagne d'avoir des candidats et maintenant, s'ils le désirent, s'ils veulent prétendre à la magistrature suprême, ils mettent en avant quelqu'un qui sera leur porte-flambeau et qui va donc justement devenir président. Mais il y a 1001 possibilités, ce qui a poussé Maurice Kamto à vous dire que même si l'élection venait à se tenir aujourd'hui, il serait éligible. Donc il faut mettre un terme à la désinformation et à l'imposture intellectuelle qui consiste de la part justement du camp au pouvoir à dire aux Camerounais que le MRC, dans le cas des figures actuelles, n'a pas d'élu ou qu'il est légitime de reporter les élections municipales et législatives sur la seule base. Parce qu'actuellement, quand on discute avec ces gens-là, à aucun moment, ils ne nous parlent de l'argument financier que vous venez d'évoquer. Et ils nous disent, si maintenant on décide vous n'aurez même pas d'élu, vous n'aurez même pas de candidat parce que nous, on va même prolonger les élections. Ou alors des Camerounais neutres, ils nous disent, neutres, il n'existe pas de neutralité en politique, mais des Camerounais désireux vraiment de choisir... Pas encartés en tout cas. Oui. Des Camerounais pas encartés. Ou qui ne savent pas justement, même quand ils sont encartés, qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Quand je dis encartés, je parle de la carte d'électeur. Ils en ont une, mais ils ne savent pas encore à qui ils vont accorder leur voix, et certains d'entre eux nous disent, on pourrait voter pour vous. Le problème, c'est que feriez-vous si le régime décide, pour vous empêcher d'avoir un candidat, décider de reporter les municipales et les législatives? Et nous estimons qu'il est important de remettre dans la tête des Camerounais, remettre la balle au centre, comme on dit. Les Camerounais doivent savoir qu'ils ne doivent pas accepter. Ce n'est pas un caprice gouvernemental, je le redis encore. Un président ne se lève pas un matin et dit,
comme l'opposition voilà, me sort de partout, et comme je sais qu'ils ont le vent en poupe et que s'ils présentent un candidat, il y a de fortes chances que je perde, je vais donc décider, parce que c'est dans mes prérogatives, de proroger le mandat des élus municipaux et des députés pour les empêcher d'avoir un candidat. Ce n'est pas un caprice gouvernemental, ça c'est déposséder, déposséder le peuple de sa faculté, sa souveraineté. de sa prérogative à choisir librement ses dirigeants. C'est un acte de haute trahison politique. La République, c'est quelque chose dont on a la responsabilité. On doit respecter la loi fondamentale qui a fait de la République une République. Ce n'est pas l'absolutisme et la monarchie absolue ou parce qu'on est président. Ça veut dire que s'il y avait une élection demain, le MRC serait candidat à ces élections. Ça, c'est clair. Essayez et vous verrez. Clair. Mais qu'est-ce qui a changé entre 2020 et aujourd'hui? Parce que le MRC avait boycotté les élections de 2020, toutes les élections, et a dit, tant que les conditions sont les mêmes, nous n'allons pas aux élections. Oui. Qu'est-ce qui a changé entre 2020 et 2024? Alors, le MRC a pour finalité d'accorder un cadre de vie sain et un cadre de vie paisible aux Camerounais. Les 3 revendications d'il y a 6 ans, c'était la fin de la guerre au Nozo, la réforme du code électoral, et la vérité sur les fonds, les détournements incroyables des fonds publics. Quand on dit 3 000 milliards, quand on dit 3 000 milliards, c'est la moitié du budget national. Le budget national, il y a 6 000 milliards environ. 3 000 milliards, c'est incroyable. Et encore, le stade n'est pas achevé. Ça, c'était les principales revendications. Maintenant, 6 ans plus tard, on s'est retrouvé face à 2 mots. Il fallait choisir le moindre. C'est-à-dire, parmi les 2 mots, c'était, est-ce qu'on va aller aux élections malgré la continuité de ce que nous avons dénoncé il y a 6 ans? Qu'est-ce qu'on fait? On reste à la maison et on n'y va pas. Mais sauf que si on le fait, la situation perdure. Le régime n'a pas montré sa volonté de changer quoi que ce soit. Et là, nous préférons serrer les dents et y aller dans ces élections-là pour nous donner une chance d'accéder à la magistrature suprême et de mettre sur pied les choses que le régime n'a pas mis sur pied ces 6 dernières années, à savoir une commission d'enquête réelle pour faire la lumière sur ceux qui ont sinistré la moitié du budget de l'État. Numéro 2, un dialogue franc sur la question anglophone pour permettre justement à ces gens-là qui se sont radicalisés de se sentir écoutés et, pour permettre aux Camerounais de discuter réellement sur les sujets qui fâchent la forme de l'État en y impliquant les personnes qu'on n'a pas voulu impliqué il y a 6 ans. Et numéro 3, faire la lumière justement sur, en tout cas réformer les dispositions du code électoral qui nous mettent à mal. On s'est dit, si on n'y va pas cette fois-ci, le régime s'accommode de la situation actuelle. La preuve, ils disent que tout va bien au Cameroun parce qu'ils vivent à Yaoundé alors que le Nozo est dans des problèmes incroyables. Oui, c'est la même chose que vous avez, comme il était en train de dire là, parce que là, on vous laisse dérouler, mais il faut à un moment donné quand même couper. Moi, je prends, et peut-être que ça va vous vexer, je prends ma posture de quelqu'un de la diaspora. Et dans la diaspora, il y a d'ailleurs une double question. On a plutôt l'impression que le MRC, c'est un parti clanique. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Donc, non, pas du tout. Beaucoup de... Mais si, en fait. Non, je ne vois pas du tout préciser et je vous répondrai. Ah oui, en fait, il y a beaucoup d'autres personnes, d'autres ressortissants du Cameroun qui ne se sentent absolument pas du tout concernés parce qu'ils ont l'impression que ça appartient à une région bien précise du Cameroun. Et derrière aussi, il y a d'autres qui disent, mais pourquoi vous suivre? Puisque de toute façon, non seulement vous n'allez peut-être pas arriver et vous allez abandonner au dernier moment parce que vous allez trouver une raison, comme ce fut le cas lors de la dernière élection présidentielle. C'est pour ça que, quelque part, on essaye de savoir qu'est-ce qui fait que, cette fois, on vous suive et on se dise, vous allez aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui ferait peur que, peut-être, au dernier moment, vous défilez en trouvant une autre raison? Je viens de l'expliciter d'une manière claire. J'ai dit... En principe, et je vais répondre à votre question. Oui, parce que c'était les mêmes raisons la dernière fois, mais n'empêche que vous n'êtes pas allé. Je veux dire, quand je disais je vais répondre à votre question, je parlais de celle que vous avez posée en premier, oui. Mais je vais y répondre en dernier. Je vais d'abord terminer justement l'angle que j'étais en train d'explorer maintenant. Je suis en train de dire, en 2018, nous disions on n'y va pas à cause de la CAN, à cause de la guerre du Nozo et à cause du code électoral. On s'est dit, bon... l'acte de boycott sera éventuellement suivi par toutes les formations politiques pour décrédibiliser l'élection de Paul Biya. Évidemment, d'autres ont une vision autre que les autres ont une vision différente de la nôtre et donc ils ont été lâchés par vos camarades de l'opposition, oui. C'est ce que vous voulez dire. Non, je ne dis pas cela. Ils ont le droit d'y aller. C'est-à-dire, le boycott est un acte politique, comme le fait d'aller aux élections est un acte politique. Ils ont fait un choix. Ils ne nous ont pas lâchés parce qu'on n'avait pas d'accord, même tacite. Mais le fait est que le fait qu'ils y soient allés a donné un peu plus de poids ou alors un peu moins de légèreté. La lecture extérieure et autres quand même. A donné un peu moins de légèreté à la fameuse élection. Et donc,
L'élection aujourd'hui, bon, on considère qu'elle s'est tenue et que le MRC n'y est pas allé. Maintenant, le MRC se retrouve face à une réalité. Les 6 dernières années n'ont pas amélioré la situation que nous avons fustigée. Sauf que nous n'allons pas l'améliorer non plus en n'y allant pas. Au contraire, en y allant maintenant, on se donne une chance de changer ce que le régime nous a prouvé lui-même qu'il ne pouvait pas changer. Je considère que plutôt que d'avoir des petites victoires ridicules, c'est-à-dire dire sur les réseaux sociaux que nous, enfin dans les discussions que nous avons, vous avez des militants du régime qui nous disent sur les réseaux sociaux, la crise du Nozo continue, pourquoi vous allez aux élections? En fait, ils ne sont pas outrés du fait que la crise du Nozo continue. Leur problème, c'est que bon, ça leur permet de dire au MRC que le MRC est incohérent. C'est ce qu'on appelle une petite bataille. Les grandes batailles auraient été de prouver au MRC qu'on est capable, sans vous, de résoudre la crise au Nozo et que vous aviez eu tort de ne pas aller aux élections. Pas que la crise du Nozo perdure. En gros, limite, on est content qu'elle perdure, que des femmes se retrouvent à utiliser des feuilles de banane comme serviette hygiénique dans la forêt parce que les balles crépitent. Mais ça permet de dire au MRC, bon, vous avez dit que vous n'y allez pas, pourquoi vous y allez alors que la crise est toujours là. On a volé la moitié du budget de l'État, quelque chose qui est impossible, impensable ici en République française, et à aucun moment les principaux coupables, parce que l'argent ne s'est pas volatilisé de lui-même, ne sont pas arrêtés, ne sont même pas inculpés, et les gens se réjouissent du fait qu'ils ont beau ne pas avoir l'infrastructure pour laquelle l'argent a été débloqué, mais ça leur permet de dire au MRC que bon, il n'y a pas la vérité sur les fonds de la canne, mais vous n'y allez pas. Dans le code électoral, il est stipulé dans l'article 45 que est éligible tout Camerounais d'au moins 20 ans. C'est-à-dire que 20 ans, il faut avoir 20 ans. Pourtant, l'article 80, paragraphe 4 de la Constitution camerounaise dit que tout citoyen, tout majeur de 18 ans est pénalement responsable. Donc, les Camerounais dont on a voulu, les Camerounais, le peuple camerounais très intelligent, très noble, mais dont l'esprit est perverti par une élite cynique et perverse, justement, on leur met dans la tête que le monde, enfin, le plus grand chaos, ou alors la finalité, la bataille principale, c'est de pouvoir dire au MRC que bon, le code électoral qui les empêche d'être électeurs quand ils ont déjà 18 ans, alors qu'on peut les mettre en prison quand ils ont 18 ans. C'est moins important de se battre pour ces éléments-là, parce que la bataille principale, c'est de dire au MRC, bon, le code électoral n'a pas été réformé pour que vous allez aux élections. Et le MRC dit, pour résoudre donc cela, nous préférons, c'est le moindre mal, aller aux élections dans les circonstances actuelles, parce que une fois que nous serons au pouvoir, nous allons réformer le code électoral. Par exemple, les Camerounais de 20 ans, les Camerounais de 18 ans, qu'on peut condamner et envoyer à Kondengui parce qu'ils ont par exemple dit « je n'aime pas Paul Biya », pourront aussi choisir de ne pas, que Paul Biya ne soit plus le président. Ils pourront aller voter à 18 ans. Et ce n'est qu'un exemple, on ne va pas faire tout le code électoral ici. Voilà la réponse claire. On fera les grandes lignes du programme quand même vers la fin. Oui, en tout cas, oui. Mais Voilà du moins la réponse claire pour laquelle le MRC va aux élections cette fois-ci. Ça nous permet d'avoir les moyens de la République pour résoudre cette problématique, pour résoudre la problématique de la réforme, du dialogue avec les anglophones, parce qu'on n'a pas mis sur la table la question qui dérangeait, la forme de l'État, qui a fait que les anglophones ne se sont pas déradicalisés de facto par rapport à ce qu'on a voulu nous présenter, et ça nous permet de mettre sur le banc des accusés ceux qui ont fait disparaître les fonds de la canne. Ils ne le feront pas dans la situation actuelle, donc on est obligé de faire ce qu'il y a à faire pour les remplacer. En revenant justement sur le boycott des dernières élections, il faut préciser que quand il s'agit des décisions gouvernementales, vous parlez de caprice. Et quand il s'agit du MRC, vous parlez de bonnes décisions. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le MRC, à un moment donné aussi, aurait pris forcément des mauvaises décisions comme celle du boycott des dernières élections? Est-ce qu'il n'y a pas un regret quelque part quand même? Pas du tout, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le président Maurice Kamto m'a fait l'insigne honneur. Je ne suis personne, je me considère toujours comme quelqu'un de pas fondamentalement spécial, mais il a considéré que mon avis pouvait compter et il m'a inclus dans la liste de ceux qui pouvaient lui conseiller 2-3 petites choses. Et je faisais partie de ceux qui estimaient à un moment donné que bon, dans la configuration actuelle, ne pas aller aux élections n'est pas une très bonne idée. Et le président, finalement, en prenant cette décision, m'a plutôt réjoui. La différence entre le caprice et ce que nous faisons, c'est que le caprice viole la Constitution. Le caprice, c'est comme on le voit avec le ministre de l'administration territoriale. Le caprice dit... sur la loi, par exemple, je prends un exemple au hasard, la loi de 2012 portant sur le code électoral dit dans son article 5, paragraphe 2 que l'ECAM n'a pas vocation à être assujetti à une quelconque structure de l'exécutif. Le ministre de l'administration territoriale décide en se levant le matin que lui, il peut outrepasser ces dispositions-là, il peut n'en faire qu'à sa tête. C'est ça un caprice.
Par contre, le boycott ne viole aucune loi. Le boycott, c'est la politique de la chaise vide. Et c'est une politique. Oui, mais c'est un délit de démocratie quand même. Non, pas du tout. Parce que les électeurs sont privés. Par exemple, ceux qui voulaient mettre peut-être votre parti dans l'urne n'ont pas eu cette possibilité. Vous n'avez pas laissé au peuple le choix de décider. Il y a une vocation pédagogique dedans. Je vais vous y répondre et évidemment, ça me permettra de revenir sur la question du clan que vous avez posée tout à l'heure. Nous sommes allés, je vous présente un tableau de fait et c'est un exemple que j'ai pris maintes fois et qui paradoxalement continue, ceux qui l'écoutent continuent de faire la sourde oreille. On va en 2019, on se retrouve dans la région du Sud. On dit le MRC veut conquérir toutes les circonscriptions, toutes les mairies, notamment celle de la région du Sud qui est au Cameroun. Paul Biya mène la guerre avec les anglophones dans le Nozo depuis 2016 parce qu'il considère que le Cameroun est un et indivisible et qu'il faut dire non à la sécession. Nous le prenons au mot et nous disons on va mettre à l'épreuve ce caractère indivisible du Cameroun. Vous le faites pour provoquer Paul Biya? Non, pas du tout. On le fait parce qu'on doit le faire. Ah, okay. On le fait parce qu'on doit. C'est par ricochet que je dis que ça permet justement de tester si ce que Paul Biya a dit est réel. Nous le faisons parce que justement il faut conquérir le maximum de sièges possible. Nous le faisons de deux parce que le Sud est au Cameroun. C'est une région du Cameroun parce que les gens qui vivent au Sud sont des Camerounais. Alors nous y allons. On nous barricade l'entrée d'Ibolova et on dit vous ne battez pas campagne ici parce que c'est le socle granitique de Paul Biya, c'est le village de Paul Biya, c'est du tribalisme. Ce sont des populations. Oui, et encadré par les forces de l'ordre et les forces. Mais une ville n'est pas toute une région parce que là vous prenez l'exemple d'une région et par exemple ce dont je vous parle tout à l'heure, c'est une réalité que beaucoup vivent ici au sein de la diaspora. Attention, je veux qu'on soit. Parce qu'on vous dira aussi, et vous faites des Kanga, qu'il y a des gens qui sont pris en épingle, pris en tenaille sur les réseaux sociaux, simplement. Parce qu'ils sont contre Maurice Kamto. Non, vous avez conscience de cela quand même? Oui, les batailles des Donc vous comprenez que des gens soient pris en épingle parce qu'ils sont contre Biya? Pas du tout, ce n'est pas comparable. D'accord. Les batailles des réseaux sociaux n'enlèvent rien à personne. Les gens s'insultent et se disent ce qu'ils veulent dans les réseaux sociaux. C'est pas offensant. Que ce soit dans un cadre politique que dans un autre cadre. Je veux dire, les Camerounais, quand vous regardez dans les réseaux sociaux, que ce soit sur l'affaire Fikafoot, ministère des Sports, que ce soit sur l'affaire des fameuses influenceurs et influenceuses, les Camerounais s'écharpent par écrit. Ce méli-mélo, ce bras de fer épistolaire ne fait de mal à personne à la fin. Chacun rentre chez lui et vit sa vie, c'est du virtuel. Ce n'est pas du tout comparable à du tribalisme à ciel ouvert où on interdit aux Camerounais l'entrée dans la ville principale d'une région importante de son pays. On ne peut pas minimiser cela et se focaliser sur... je ne minimise rien du tout. Hein. Il vous pose des questions. Voilà, c'est-à-dire, on a fait des procès à certains Camerounais d'avoir utiliser la fourchette pour manger le taro parce que la tradition d'une partie du pays n'admet pas qu'on mange le taro avec autre chose que la main. Vous avez suivi ça? Vous avez vu des gens harcelés simplement parce qu'ils n'ont pas respecté la façon d'être... Attention, Est-ce que c'est pas du tribalisme? C'est un avis. Ça peut être mais je veux dire, s'il y a des actes avérés de tribalisme dans ceux qui le disent, il faut, qu'on le prouve, qu'on les dénonce. S'il y a quelqu'un qui a fait preuve de tribalisme, quel que soit le cas, je ne suis pas son ami, je dénoncerai. Voilà. D'où qu'il vienne, je ne me sens pas plus proche de quelqu'un qui serait issu de ma région que de celui qui serait issu d'un autre. Mais factuellement, il y a une différence entre dire à quelqu'un c'est quelle façon de manger le taro, ça utilise les mains. Et encore, la personne qui a mangé avec la fourchette a toujours la liberté de manger avec la fourchette. Il n'y a personne qui entre chez lui et il le prend par le cou parce qu'il a mangé avec la fourchette. Par contre, je le redis encore, nous voulons battre campagne dans une zone. J'ai pris ce n'est pas la seule zone. Je ne vais pas vous parler du président de l'Assemblée nationale qui a brûlé les effigies de notre parti dans le nord, des régions où on dit ici le MRC est interdit d'accès. Et je dis donc que dans le Sud, je prends l'exemple du Sud parce que c'est la région de Paul Biya. On nous dit qu'il incarne l'unité du Cameroun. Nous, on ne regardait pas le Sud comme la région de Paul Biya. On regardait le Sud comme une région du Cameroun, comme une autre, dans laquelle se trouvent des Camerounais. Et on dit, ces gens-là... Peut-être que lui-même ne la regarde pas comme ça. La région du Sud n'est pas la plus nantie du pays. Si Paul Biya pensait que c'était sa région essentiellement, je crois qu'elle serait plus nantie. Là, je vous présente donc les faits. C'est dans les faits, pendant que nous disons donc, on va aller battre campagne là-bas parce qu'il y a beaucoup de mairies, de sièges au Parlement à conquérir, on nous dit, vous n'entrez pas ici. C'est-à-dire, on acte la sécession. Ce que le Sud a fait avec l'encadrement des services administratifs, c'est une sécession de fait. Dire à d'autres Camerounais, vous n'entrez pas ici, c'est faire du sécessionnisme. Wilfried Ekanga, est-ce que... Et à partir de là, pour terminer, et à partir de là,
quand vous avez des actes comme ça, donc vous avez quelqu'un à qui vous dites viens manger, et quand il veut justement se servir dans le plat, vous bloquez la main, vous dites ah non, tu es interdit de manger. Maintenant il décide bon ok je ne mange pas, et vous lui reprochez de ne pas être allé manger. Ceux qui voulaient qu'on aille aux élections ont boycotté nos campagnes pour aller aux élections. Comment on va aller aux élections sans avoir battu campagne? On a besoin d'un programme politique qu'on expose aux citoyens. Mais quand on nous empêche d'exposer ce programme politique aux citoyens, bah pourquoi on y va? Non, mais vous Il y a êtes empêché la question de la composition des listes. Non, je dis... Parce qu'il y avait d'autres régions, peut-être qu'en étant élu vers ces autres régions, vous aurez été beaucoup plus audible. Il y a le Nozo qui est sinistré, il y a le centre, il y a le grand centre Est où dans beaucoup de lieux, on empêche justement les réunions et les activités du MRC. Il y a le septentrion où M. Cavaille et Guy Djibril brûlent les effigies du MRC. Il y a le sud où on dit vous n'entrez pas. C'est-à-dire vous devenez persona non grata dans votre propre pays par les gens qui veulent que vous fassiez la politique des urnes. Sauf que Wilfried Ekanga, sauf que tout cela n'a pas changé. Les choses vont continuer peut-être toujours de la même façon. Est-ce qu'aujourd'hui on dira que le MRC est vraiment prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que si, à quelques jours encore, il y a une sorte de violation des droits, est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de rétroaction, une fois de plus, du MRC? C'est déjà bien que nous soyons témoins devant l'histoire qu'il y a violation. Et comme je l'ai dit à l'entame, les Camerounais, on a pris les 6 dernières années pour éduquer les Camerounais du fait que la violation, c'est-à-dire le cynisme et la barbarie politique ne doivent pas devenir la norme. Il ne faut pas que les Camerounais se disent « Oui, mais s'ils violent encore, vous allez faire quoi ?» Les Camerounais doivent plutôt se dire « Nous sommes avec vous. Même si on ne vote pas pour vous, nous devons au moins être d'accord que Biya et le parti au pouvoir n'ont pas le droit de violer quoi que ce soit dans les lois fondamentales. » Ça, on le sait déjà, Wilfried. C'est ça qui crée le radicalisme. C'est-à-dire, si la situation dégénère, que diront-ils? Parce que dans la question du Nozo... Non, mais la véritable question, c'est si la situation continue de dégénérer, que deviendra le MRC? Quelle sera la prochaine décision? Non, comment dire il y a quelques années, nous avons c'était le le conseiller boycott. du président. Il y a donc, quelques années, la question est bien adressée. Ben oui, il y a quelques années, c'était le boycott. Parce que vous n'avez pas été d'accord. Aujourd'hui, la vraie question, une fois de plus, vous n'êtes pas d'accord, ne posons pas la question. On ne va pas se dire la vraie question. Rassurez-vous, je suis camerounaise. Je vais vous donner la réponse. Vous ne me dites pas, vous n'orientez pas mes questions. Moi, c'est le problème que je pose à ce moment. J'ai très bien compris. Que deviendra le MRC? C'est quoi la prochaine étape après le boycott si à chaque fois, il y a violation des droits au Cameroun? Justement, quand je disais la vraie question, c'est qui vous dit que le MRC laissera faire comme il l'a fait en 2019? Vous n'avez pas écouté le discours de Maurice Kamto il y a quelques temps. Vous savez ce qui a radicalisé nos amis du Nozo? C'était la même attitude de se dire non, on a le monopole du désordre, on peut violer la Constitution, et eux, soit ils regardent, soit ils pleurent, et voilà. Et on leur a dit ça on le leur dit depuis le début. Les avocats et les enseignants qui manifestaient pacifiquement n'avaient rien fait de mal. Vous vous êtes donné le monopole du désordre, le monopole de la violence, le monopole de la barbarie, en tabassant des gens qui, eux, étaient dans la loi pendant que vous étiez en train de violer la loi. Et vous avez cru naïvement que tous étaient dans le même état d'esprit que les avocats et les enseignants. Quand les ambazoniens, ceux qui ont les armes aujourd'hui... Vous espérez une indignation des Camerounais? Il y a une chose qui me gêne, c'est que vous présentez en victime. Est-ce qu'on peut regarder ce qui s'est passé au Sénégal? Parce qu'ils avaient une situation parfois bien pire que ce que vous avez connu au Cameroun, et aujourd'hui ils sont au pouvoir. Permettez-moi de terminer. Ce n'est pas sur un claquement de doigts que les Sénégalais se sont retrouvés au pouvoir. Ils ont d'ailleurs utilisé des plans B. On a enfermé Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, et ce n'est que par une sorte de pression internationale due à la mobilisation du peuple qu'ils ont été libérés. Le procès qu'on a collé il y a... Moi je parle de l'élection, je ne parle pas de la libération. Non mais l'élection, tout ça s'est passé sur un intervalle d'une quinzaine de jours. C'est-à-dire c'est presque simultané. Mais il n'empêche qu'ils ont abouti à un résultat. Oui, et je suis en train de décrire le processus. Ne donnez pas l'impression aux gens que c'est... C'est-à-dire que même en prison, Ousmane Sonko n'a pas renoncé à passer aux élections, même étant en prison. Parce qu'il a continué à édifier le peuple sénégalais sur le fait que les violations de loi par Macky Sall, notamment sa volonté de proroger au-delà du 2 avril, de proroger son mandat, était anticonstitutionnelle. Et donc la pression du peuple sénégalais qui a compris qu'il ne faut pas dire à Ousmane Sonko, mais s'il proroge, tu vas faire quoi? Mais plutôt empêcher Macky Sall de proroger. C'est ça que nous sommes en train de faire au Cameroun actuellement. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Nous sommes tous
égaux. Dans la constitution camerounaise, elle consacre les mêmes droits à tous les Camerounais, y compris le plus misérable. Tout à l'heure, je parlais d'Alexis de Tocqueville. Il dit dans son livre de la démocratie en Amérique, le citoyen le plus misérable a, de par son bulletin de vote, la même influence sur le corps politique que le milliardaire le plus puissant. Et là, il parle encore du bulletin de vote, mais intrinsèquement, par nature, le citoyen le plus misérable a la même valeur et les mêmes droits que le président de la République. Cela signifie que le président de la République, qui n'est président que parce que le peuple existe, ne peut pas se lever et dire « moi je fais ce que je veux » et le peuple n'a pas à dire non. Tôt ou tard, on a le droit de dire à ce peuple-là, empêchez-le de faire cela. C'est pour ça que je disais, la vraie question est, à quel moment vous pensez que le MRC va faire comme en 2019, se laisser chasser des Bolova et croiser les bras, alors qu'il sait que c'est du tribalisme décomplexé à ciel ouvert et où on utilise les moyens de l'État, dont les moyens des impôts payés par les Camerounais pour chasser ces mêmes Camerounais d'une région de leur pays au profit du parti au pouvoir. Que prévoit donc de faire le MRC, Wilfried Ekanga? Le MRC prévoit de mettre tout en œuvre, tous les moyens que les peuples mettent en œuvre pour faire respecter leurs droits. Le droit n'est pas... Parce que là, on reste toujours et de façon dans concrète, le général. Oui, voilà, on reste dans le général de façon concrète. Tout à l'heure, vous avez parlé des faits. Qu'est-ce que le MRC fera? Vous verrez bien. Je vous ai dit, Maurice Kamto vous l'a dit, nul n'a le monopole du désordre. C'est ce que je vous dis. Nul n'a le monopole du désordre. C'est-à-dire... Donc, c'est comme pour nous dire que le MRC, lui aussi, peut avoir le monopole du désordre, Non, avec toutes les conséquences que cela... Personne n'a le monopole du désordre, justement. Tout le monde peut faire le même type de désordre. Et quand on aime un pays, si le régime actuel aime le Cameroun, il n'a aucune raison de faire le désordre. Mais on peut aussi vous renvoyer la même question. Exactement. Si vous aimez le Cameroun, vous n'avez aucune raison de prévoir non, le MRC le désordre n'intervient que s'il y a un désordre préalable. C'est-à-dire si le régime... Mais ça? Oui, tout simplement. On peut répondre de façon pacifique. Réaction. On peut répondre de façon pacifique, Wilfried, parce que le désordre, on sait bien que ce que cela peut entraîner. Mais justement, notre boycott, vous n'avez pas compris, notre boycott de 2019 était une forme de désordre que vous n'approuvez pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire à un parti les méthodes qu'il doit adopter. La désobéissance, c'était la désobéissance. Évidemment, vous ne pouvez pas fustiger cela et dire encore il y a des moyens. Vous n'obtenez pas vos droits en caressant ceux qui vous font du mal. Le président américain Thomas Jefferson le disait, « When injustice becomes law, resistance is a duty ». Quand l'injustice devient une loi, la résistance est un devoir. Nous tous sur ce plateau, si on se rend compte qu'il y a un proxénète qui a pris notre fille mineure, l'a mis dans des réseaux de pédophilie, dans des réseaux obscurs, nous allons mettre tout en œuvre pour nous défendre. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a un déni de démocratie, parce que quelque part, l'image que vous avez, c'est l'abandon des urnes. Non, il n'y a pas un déni de démocratie, il y a un transfert de culpabilité. C'est-à-dire... les autres ne se sentent pas du tout... Je précise, le transfert de culpabilité signifie un régime méprise la loi en empêchant un parti de battre campagne. Plutôt que de fustiger le mépris de la loi par ce régime, on fustige le parti à qui on a empêché de battre campagne de se rétracter par la suite. C'est ça le transfert de culpabilité. On m'a giflé, je tiens la main de celui qui m'a giflé, on me reproche d'avoir tenu sa main. Pourtant, c'est lui qui m'a giflé. Le pays aurait profité du fait que tout le monde respecte la loi. On est sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire le parti d'opposition vient avec son programme dans ma région, justement, mais je convainc ensuite, après qu'il soit parti, les Camerounais que mon programme est finalement meilleur. Je ne procède pas par la tricherie et la sauvagerie politique comme celle à laquelle on a eu affaire. Le tribalisme est puni par la loi. C'est le mépris de l'autre, c'est le rejet de l'autre. Pour votre absence, parce que les lois se font à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, vous n'y êtes pas. Donc, quelque part, le fait de parler, mais si, se vote au sein de l'Assemblée nationale. Les lois ne se font pas que à l'Assemblée nationale. C'est là que ça se vote. En France, le droit de vote ici obtenu à la fin des années 40 n'a pas été obtenu à l'Assemblée nationale, mais par la contestation. La lutte pour les droits humains aux États-Unis, le 13e amendement qui met fin à l'esclavage en 1865, à la mort d'Abraham Lincoln. Le 14e amendement en 1868 qui accorde la nationalité au Cameroun, les Américains ou en encore 2024 et au Cameroun. Je continue, je parle des droits que nous, c'est-à-dire nous sommes ici, je parle du droit de vote par exemple, c'est-à-dire le peuple noir à qui d'autres noirs, c'est-à-dire les Camerounais, on y reviendra certainement, à qui les dirigeants du Cameroun dénient le droit de vote en corsant les modalités d'inscription sur les listes actuelles. Ce peuple-là, quand il subissait la même répression par d'autres peuples, a combattu justement par tous les moyens autres que l'Assemblée nationale et il les a obtenus. Nous sommes ici
africains en France, nous jouissons des droits que les Français ont sur leur terre parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour cela. Ce n'était pas que à l'Assemblée nationale. Nelson Mandela fait partie des héros principaux dont Paul Biya s'inspire. Il l'a cité plusieurs fois en exemple. Il est allé le voir. Pas que Paul Biya seul, même Maurice Kamto également. Justement, toi-même également. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Et c'est précisément pour ça que nous savons que le combat n'est pas que à l'Assemblée nationale. Si votre enfant, tout à l'heure j'ai pris un exemple, votre enfant est arrêté et kidnappé, vous n'allez pas attendre d'être à l'Assemblée nationale pour récupérer votre enfant. Il n'y a que 180 députés dont tout le monde n'ira pas. Dont tout le monde n'ira pas à l'Assemblée nationale. Mais je vous propose d'avancer. On a bien placé le marqueur sur les explications ou les justifications, prenons-les comme ça, qui vous ont poussé à ne pas aller aux élections en 2020 et qui vous poussent à aller aux élections cette fois-ci. Supposons que le calendrier électoral soit respecté, comment l'opposition fait pour remporter une présidentielle au Cameroun en l'état? Alors, elle présente un programme politique. C'est la première des choses. Nous ne votons pas pour une personne, nous votons pour un programme politique. Il y a des gens qui disent Kamto ne sera jamais président. Et alors, ça ne me pose pas de problème qu'il ne soit pas président. Si j'ai parlé de l'opposition. Oui, rassurez-vous, je ne vous prête pas ces paroles. Voilà. Je suis en train de répondre avec les miennes. Je dis, on dit Kamto ne sera jamais président. Or, moi, je précise à ceux qui le disent, ce qui nous intéresse, c'est que le MRC soit au pouvoir, c'est-à-dire le parti au pouvoir soit celui qui a le programme de la renaissance. Notre programme, c'est ce qui nous importe. C'est la première chose, c'est la première raison pour laquelle on veut la magistrature suprême. Ce n'est pas pour qu'un individu ou un groupe d'individus ait la vie plus facile. L'une des raisons d'ailleurs qui a provoqué le courroux de certaines personnes suite au refus des législatives. Ce ne sont pas les Camerounais dans leur majorité qui ont trouvé ça problématique. C'est des personnes en notre sein qui n'avaient pas forcément cette conviction-là qu'il fallait parfois faire souffrir quelques-uns pour le bien de l'histoire, pour que nous puissions témoigner devant l'histoire qu'on a pu renoncer à la vie facile pour 2, 3, 4 personnes pour montrer aux Camerounais que notre priorité était le respect de la Constitution par ceux qui sont censés l'incarner. Non, on s'éloigne de la question. Et donc non, pas du tout. Et donc nous sommes, et je suis sur le programme politique. Et on fait comment, on gagne comment, on remporte comment, on s'organise comment pour remporter. Oui, déjà, mais je suis sûr, je dis on présente un programme politique. Oui. Et à partir de là, on essaie de battre le pavé sur toute l'étendue du territoire en tablant sur le fait que les légalistes, les mendiants de la paix, comme Paul Biya, parce qu'on le présente comme mendiant de la paix, nous laissons, c'est ça mendier la paix, laisser un parti d'opposition être présent là où il veut sans l'en empêcher. Donc, en tablant sur le fait que Paul Biya, le mendiant de la paix, nous laissera battre, parce qu'il a l'obligation de nous, c'est pas une faveur, il a l'obligation de nous laisser battre campagne dans toutes les régions du Cameroun et convaincre dans le maximum de Camerounais que oui, notre programme est le meilleur. Libre à lui maintenant de leur présenter son programme à lui, il n'en a pas, mais s'il en crée un ex nihilo, de leur présenter et de lui dire que le programme est meilleur. Deuxième, d'éduquer les Camerounais sur le respect également de leurs droits sur la question des inscriptions sur les listes électorales. Vous voyez bien la danse macabre à laquelle Paul Atanganji, le ministre de l'Intérieur du Cameroun, se livre aujourd'hui quand on dit le mépris de la loi. C'est-à-dire, notamment ici dans la diaspora, la disposition numéro 74 dans son paragraphe 2. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi électorale, dispose que les bureaux sont ouverts du 1er janvier au 31 août. Or, dans beaucoup de pays, dans 90% des pays de la diaspora, 5 mois plus tard, les bureaux ne sont toujours pas ouverts. C'est pas Tangadji qui coordonne les inscriptions bien sur les listes électorales. Bien sûr que c'est les CAM et les représentations diplomatiques. Il a justement outrepassé. La tutelle des représentations diplomatiques, c'est le ministre des Relations extérieures, pas le ministre de l'Intérieur. Sur le papier, ce n'est pas le ministre des Relations extérieures qui a rencontré dans des salles obscures les dirigeants des LECAM, le président du conseil électoral et le chef... Vous arrivez à voir dans une salle obscure? Le chef... Ça sont des informations Attention. très, très vous arrivez à voir dans une salle obscure. Revenons quand même sur un autre élément assez important. Il est important de fermer les portes qu'on a ouvertes. Jurisprudence, vous l'avez vu sur la dernière affaire avec le PCRN, où, outrepassant ses fonctions, monsieur le ministre de l'administration territoriale écrit au directeur général de l'ECAM que voici celui que je désigne comme le patron du PCRN. Celui que je reconnais. Pas celui que je désigne. Mais c'est du vocabulaire. Non, mais c'est les mots différents. Il l'a désigné en fustigeant même le président. C'est lui qui le reconnaît. Non, il l'a désigné. Et la justice a décidé que le congrès du Cancona ne peut pas se tenir. Donc on peut faire confiance à la justice. Encore heureux. Et dans le cas Kawala, un cas précédent, pour la Tanganji a été mis en minorité par la justice. Oui, ce que la justice décide. Attention. La justice peut. Oui, là n'est pas le sujet. Voilà. Ce que la justice décide en aval, c'est autre chose. On est sur le fait que le ministre de l'Intérieur outrepasse
tous azimuts ses prérogatives. Et si vous pensez qu'il ne l'a fait que sur le cas PCRN, c'est de la naïveté volontaire. Bien sûr qu'il l'a fait absolument partout. C'est lui qui dit au Cameroun que il ne faut pas aller harceler les gens pour les inciter à s'inscrire. C'est-à-dire, il l'a dit lui-même, il a un problème avec le fait que les Camerounais battent le pavé pour inciter... Mais vous avez dit harceler. Tout harcèlement est nuisible. À quel moment... C'est vous qui avez dit harceler. C'est le ministre qui a utilisé ce terme. Ah, d'accord. C'est lui qui considère que l'incitation à s'inscrire est du harcèlement. Parce qu'il a un problème avec le fait que les gens puissent s'inscrire en masse, puisque ceux qui s'inscrivent maintenant, ce ne sont plus les Camerounais d'hier lobotomisés par le régime, ce sont des gens qui ont une autre vision et qui veulent le changement. C'est pour ça qu'ils veulent aller aux urnes pour voter. Qui ont une autre vision. Je veux prendre ce qui se passe aussi aux États-Unis. En ce moment, il y a Trump qui est empêché pour des raisons judiciaires de battre campagne, mais n'empêche qu'il utilise des nouvelles technologies. C'est pour revenir à votre premier argument tout à l'heure où vous parliez d'empêchement d'aller, vous citiez beaucoup plus Ebolova. Vous pouvez toucher les populations, et forcément, les populations qui sont intéressées par votre discours vont venir à travers soit les nouvelles technologies, soit d'autres voies et moyens que d'être forcément là. Et indépendamment même de cela, il peut y avoir des gens en interne qui sont de votre mouvance, qui, entre guillemets, contourneront tout simplement les interdictions en place. Que pensez-vous que nous faisons là actuellement? Vous venez de dire que vous êtes empêché, vous ne pouvez pas faire, donc je ne sais pas ce que vous faites. Je suis en train de dire un fait. Nous sommes empêchés sur le terrain. Et on n'est pas les seuls. Il y a quelques jours, il y a la caravane du SDF de Joshua Oshie à Komde, toujours dans la région du Sud. Ça rappelle les airs funestes où, aux portes de la capitale, Monseigneur André Woking en 99 était empêché d'accès par justement des gens qui, comme d'habitude, se proclament propriétaires du Cameroun. On est en 2024, il y a les téléphones, il y a les SMS, il y a les réseaux sociaux. J'en viens à votre question. J'ai présenté, parce que vous dites, j'ai dit sur le terrain, je présente le fait. Le fait qu'on soit présent sur les réseaux sociaux ne nous empêche pas de dire que sur le terrain, on est muselé. Il ne faut pas occulter le mépris du droit qui nous revient. Le fait de choisir des voies de contournement ne signifie pas que ces voies-là deviennent la norme. Encore heureux qu'il y ait... des voies de contournement. Il faut vivre avec son époque. Non, vous l'avez dit tout à l'heure, vous pouvez contourner avec... Contourner l'interdiction physique, mais pas les voies de contournement. Non, ne faisons pas ce jeu-là. Contourner l'interdiction physique, ça s'appelle choisir des voies de contournement de l'interdiction physique. Vous avez utilisé un verbe, j'ai utilisé un nom. C'est la même chose. C'est parce que vous vous mettez en victime, incapable d'atteindre les populations. Je veux que le débat soit factuel. Quand on interdit à un parti d'avoir des élus à un endroit X, ce n'est pas le parti qui est incapable d'avoir des élus. C'est des gens qui mettent la police et la gendarmerie pour vous dire, après, si vous essayez de braver la barrière policière, qu'on ne défie pas l'autorité de l'État. Leur dire après qu'ils sont incapables de battre campagne là-bas, évidemment, c'est totalement malsain. Bien sûr, nous faisons C'est une question, hein. Je reviens sur ce que je reviens sur ce que je disais au départ, que ici, par exemple, nous parlons à la télévision. Les Camerounais, les Bolova, etc. vont écouter, regarder cette émission. Dans le même ordre d'idées, nous écrivons des livres dont nous présentons le contenu souvent dans des conférences dans les réseaux sociaux. Nous écrivons des articles dans les réseaux sociaux. Nous faisons des lives, J'étais en Italie, j'ai publié une partie de cette conférence, je l'ai mise sur YouTube, sur TikTok. Nous le faisons. Ce qui ne nous permet pas de considérer, comme le disait Hubert Mononjana, l'écart comme étant la norme. On utilise les réseaux sociaux et tous les moyens dont nous disposons en 2024, mais nous ne devons en aucun cas accepter que l'interdiction sur place devient la norme et qu'un sous-préfet peut, selon ses délires, décider d'employer la force publique payée par les impôts des Camerounais pour les bienfaits d'un parti au détriment d'un parti d'opposition. Et encore que, quand nous utilisons les moyens sociaux, ce sont les biéistes eux-mêmes qui nous disent « Mais vous êtes où sur le terrain ?» Parce que dans l'arrière-pays, qui vous dit que la grand-mère de Kolofata, la grand-mère de Molvodaï, écoute ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça que je parle du cynisme. Vous allez sur le terrain, on fait tout pour vous empêcher d'aller sur le terrain. Les réunions publiques, on va vous les interdire. Les démarches pour battre campagne, on vous dit non, vous ne devez pas faire ça ici. Maintenant, vous allez sur Internet, on vous dit « Mais pourquoi vous ne venez pas sur le terrain? Est-ce que la grand-mère du village vous écoute ?» Déjà, ça démontre que Paul Biya, qui dit donc que le Cameroun est un pays moderne, qui est complètement entré dans le 21e siècle, non, la couverture Internet, la couverture d'accès à l'information, elle est encore moindre. Cette fois-ci, on va dire, pour sortir justement, ouais. Malgré tout, le MRC est prêt. Est-ce que vous pouvez rassurer les Camerounais qui nous regardent à cet instant Mais oui, le MRC mène un combat de tous les instants. Le MRC a dit aux Camerounais, inscrivez-vous sur les listes électorales.
lisez notre programme, écoutez ce programme-là quand on vous le présente. C'est un exercice que je fais depuis belle lurette et que je fais d'autant plus ces derniers temps. Littéralement, je présente un pan du programme au moins une fois tous les 2 ou 3 jours. Donc, nous présentons le programme politique, nous les amenons à s'inscrire et nous continuons de fustiger le mépris des droits. C'est la connaissance qui conduit à la vérité. Un peuple qui démarrer, le MRC est prêt. La bataille pour les droits ne connaît pas de frein. C'est l'histoire qui nous l'enseigne. Si les gens se mettaient des freins, l'apartheid serait encore en cours. Le droit de vote des étrangers, enfin le droit d'égalité pour les étrangers, notamment pour nous les Africains, le peuple noir en Occident serait encore une théorie. L'esclavage serait encore factuel. Les monarchies, ça et là, seraient encore là, mais etc. Un peu noir sur le Cameroun. Hein. Sur le Cameroun, le MRC est prêt. J'ai parfois l'impression de ne pas parler en français. Je dis. Vous allez vous répéter. Vous allez vous répéter pour rassurer les Camerounais. Évidemment que le MRC, ok, c'est bon. Il n'est pas prêt à un instant T. C'est un combat permanent. C'est ce que on n'est pas prêt, on n'atteint pas le développement. On dira le MRC est toujours prêt. Le MRC est toujours prêt et continue d'améliorer ce qui peut le rendre encore mieux aguerri que ce qu'il est actuellement. Je vous propose une petite trêve, le temps d'accueillir ici Jean-Célestin Edjanguet, que nous avons convié sur ce plateau pour vous mener la contradiction en tant que sparring partner dans le duel annoncé. Jean-Célestin Edjanguet, journaliste promoteur de News Africa FR, site d'information en continu sur l'Afrique et sa diaspora, historien, sociologue de formation, essayiste spécialiste des questions liées aux jeunes et aux diasporas. Il s'intéresse de près à la problématique de l'urgence climatique sous l'angle du rôle des médias en matière de sensibilisation et d'information, mais également à la place de la culture dans le développement de l'Afrique. Conférencier, il a été désigné en octobre 2024 ambassadeur des solutions pour l'Afrique, à l'occasion de l'organisation de la Semaine de l'Afrique. Solutions, ça, je vous propose de respirer 10 secondes simplement et on reprend tout de suite derrière. Jean-Célestin Edjanguet, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Je suis très honoré de vous recevoir sur ce plateau ici à Paris. J'avoue que je vous ai regardé moi-même à la télévision faire l'actu sur Canal 2 avec Suzanne Kalalobé et Eric Golf qui est à la réalisation de cette émission, était déjà à la réalisation de cette émission-là. Bienvenue une nouvelle fois sur l'antenne de Canal 2 International. J'allais dire sur l'antenne de la maison, puisque, vous l'avez dit, avec Suzanne, nous étions pratiquement les premiers à faire des talk-shows. Et l'émission était très regardée, bien au-delà du Cameroun, puisque quand on se déplaçait, par exemple, à Libreville, à N'Djamena, les gens nous suivaient partout, parce que justement, ils se reconnaissaient dans les reportages que je faisais. Et les débats passionnants qui avaient lieu à ce moment-là, effectivement. Et il y avait cette formule de Kalalobé, Suzanne Kalalobé. Jean-Célestin Edjanguet, l'actu c'est quoi? Oui, et moi je répondais, c'est l'économie, la politique, l'environnement, la société, le sport. L'actu, c'est tous les vendredis à 20h45, 21h par là, donc sur Canal 2 International. Voilà, c'était ça. Merci pour ces bons souvenirs. Je dois dire aux téléspectateurs que vous avez mis sur le marché du livre Côte d'Ivoire, Macan 2023, comme si vous y étiez une sorte de carnet de route de ce que vous avez vécu en Côte d'Ivoire. Vous avez certainement fait des parallèles avec le Cameroun qui vous est cher ou avec la France où vous vivez depuis plus de 15 ans par là. Trentaine d'années. Nous aurons le temps de le parcourir. Cet ouvrage paru aux éditions L'Harmattan. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, même si c'est une question panafricaine. Le sujet, c'est comment la diaspora participe au développement du Cameroun à l'aune de ce que nous propose le MRC et une de ses hautes têtes ce soir, Wilfried Ekanga. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Oui, vous avez 2 formules. C'est une émission que vous avez vu naître dès son lancement avec Jules Domché, avec Paul Mahel et les autres. Vous pouvez soit poser des questions, soit faire des remarques, ce qui a été dit ici par notre invité central, ou avant, ou bien vous pouvez rentrer tout de suite dans le débat. Alors, moi je vais créer une 3e formule. Voilà. Je vais faire un mix des deux, qui me paraît plus dynamique aussi, parce que ça permet à mon contradicteur, à Wilfried, à qui je dis bonsoir d'ailleurs, merci, de répondre, et en même temps peut-être de donner un dynamisme, une dynamique à... Et surtout que nous n'avons que 30 minutes. C'est ça. Alors, effectivement, j'ai pris beaucoup de notes, j'ai suivi, bon, il y a des formules qui m'ont un peu heurté,
Je commence par celle-là. Les jeunes manquent de courage pour aller sur le terrain. Ça me heurte, pourquoi? La formule est de Wilfried Ekanga. Ça me heurte, pourquoi? Parce que moi j'ai vécu en 2008 au Cameroun, ce qui s'est passé. Sous le double motif d'aller contre la modification de la Constitution et de dénoncer la vie chère, des milliers de jeunes Camerounais sont descendus dans la rue. C'est au mois de février. Ça a duré 3 jours, mais 3 jours qui m'ont paru interminables. Ils sont descendus dans la rue, les forces de l'ordre ont tiré. Il y a eu plusieurs dizaines de morts. J'ai sorti un livre qui s'appelle Cameroun invoquant en sommeil, où j'ai fait l'enquête, puisque je travaillais au Messager à l'occasion, et j'ai retrouvé plus d'une centaine de noms de personnes qui ont été tuées. Alors, en tout cas, le bilan officiel, au moins, c'était une quarantaine. Ils ont bilan dressé par ensuite, Marafa Hamidou Yahya, qui était ministre de l'Intérieur de l'administration territoriale à l'époque. Ils ont parlé de 40. Et à cette époque-là, vous savez qui était le ministre délégué à la justice? Maurice Kamto. Alors, je voudrais demander à Wilfried Ekanga, d'abord, si cette jeunesse-là qui est descendue dans la rue, ce moment-là, et qui a été tuée, il ne trouve pas que cette jeunesse a été courageuse? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, cet même événement avait, dans le gouvernement de l'époque, pour ministre délégué à la justice, M. Maurice Kamto. Quelle est sa responsabilité pour ce qui s'est passé? Voilà les deux premières questions que je vous pose. Alors, quand j'ai dit que, déjà, je n'ai pas plaqué ça de cette façon-là, les jeunes manquent de courage, ça c'est un raccourci facile, je disais que j'ai écrit ce livre parce que, en amont, et c'est ce qui est écrit au début du livre, quand je quitte l'Allemagne pour aller battre campagne, on m'appelle de partout. On me dit, Wilfried, n'y va pas, on va te tuer, on me dit c'est dangereux, et je dis, ben non, d'ailleurs, c'est-à-dire ça part du principe que les jeunes qui vivent en diaspora, ils sont dans une situation où ils ont fui l'enfer. Pour leur famille, en tout cas, il est hors de question que on a morflé pour te faire voyager. Et toi, tu vas encore t'embourber dans, justement, la mangrove camerounaise. Ah, pas du tout. Et là, je dis, la diaspora a un rôle participatif justement à la réalité de son pays. S'il y a des choses qui ne vont pas bien, nous d'autant plus dans la diaspora qui avons vu des choses qui fonctionnent mieux, on a carrément l'obligation d'aller sur le territoire et justement de dire aux Camerounais, bon, je viens de la diaspora, voici ce que j'ai vu qui fonctionne là-bas, je me dis, on pourrait le faire ici également sans craindre de se faire... de perdre la vie, parce que de toute façon, la vie, on va la perdre. Alors, autant mieux, il faut la perdre en ayant fait ce qu'on croyait juste. C'est plus une incitation qu'une critique. Et vous avez vu, il y a quelques années, il y a la fameuse formule je veux voir mes enfants grandir, qui a eu un succès phénoménal, où à chaque fois, même sur Facebook, vous voulez écrire quelque chose, quelqu'un dit « tu ne veux pas voir tes enfants grandir », on a installé une psychose totalement inquiétante. Et l'exemple que vous avez pris me réjouit beaucoup parce que vous dites, vous reconnaissez, je suis d'accord avec vous, que les morts effectifs en 2008 étaient plus nombreux que les morts annoncés par le gouvernement. Ce qui fait qu'ils ont utilisé la méthode qu'on avait à l'époque de Jean Fauchivet ou encore à l'époque coloniale avant celle-là où, pour montrer l'exemple, on présentait les corps mutilés de ceux qu'on avait, de ceux qui avaient tenté de résister, de lever la tête, et on les faisait, on les présentait aux vivants en leur disant implicitement, ou pas d'ailleurs, si vous essayez, voici le sort qui vous attend. Et donc en 2008, la forte répression qui s'en est suivie, a eu pour vocation de créer la même psychose. C'est ça qui a créé cette sorte d'accalmie, entre guillemets. Alors la deuxième question, la deuxième question de M. Kamto qui était ministre délégué à la justice. Quelle est la responsabilité du sous-fifre dans la barbarie du maître? Le maître peut-il cesser si le sous-fifre lui dit d'arrêter? Je ne pense pas. Si Paul Biya écoutait, parce que je ne comprends pas pourquoi soudain il n'écoute plus, c'est-à-dire donc, supposons que Maurice Kamto aurait encouragé Paul Biya à massacrer les Camerounais. En gros, Maurice Kamto est donc écouté par Paul Biya, et Paul Biya fait exactement ce que non pas son ministre de la Justice fait, mais ce que son ministre délégué à la Justice fait. Pourquoi donc? Lorsque Maurice Kamto lui dit, bon, il est temps de jeter l'éponge parce que le pouvoir, tu l'as consommé, tu l'as consumé, tu n'es plus l'homme de la situation, pour qu'il ne l'écoute pas à ce moment-là. Pourquoi? Quand, par exemple, sur l'incarcération des prisonniers pour leurs opinions politiques, il n'écoute soudain plus Maurice Kamto.
Paul Biya porte la responsabilité de ce qui s'est passé en 2008. Point final, la responsabilité ultime. C'est ce que les Camerounais disent quand les Lions indomptables remportent la Coupe d'Afrique des Nations. On dit bravo Paul Biya. Sous l'égide de Paul Biya, les Lions indomptables ont brillé. Sous l'égide de Paul Biya, il y a une autoroute. Bon, je caricature, il n'y a pas d'autoroute au Cameroun. Sous l'égide de Paul Biya, on a construit le barrage X. Il faut aussi que quand ça ne se passe pas bien, le preneur de décision, celui qui n'écoute que lui, et on le sait au Cameroun, Paul Biya n'écoute que Paul Biya, donc il fait ce que Paul Biya a décidé. Sinon, en jouant ce jeu, Paul Biya n'a qu'à répondre de l'assassinat de Félix, comme il s'appelle, Osende Yafana, survenu en 66, à l'époque où Paul Biya était déjà dans le sérail présidentiel, ainsi que de celui d'Ernest Wangé du 15 janvier 71, puisqu'il était déjà dans l'appareil gouvernemental en tant que secrétaire général à la présidence de la République. Donc si on accuse Maurice Kamto de ce que Paul Biya a fait en 2008, que Paul Biya nous réponde de la mort des nationalistes de l'UPC qui sont morts alors qu'il était justement dans l'appareil ultra rapproché du gouvernement d'Aïdjo. C'est un jeu qui ne peut pas être valable dans un sens et non dans l'autre. En passant, je signale que lorsqu'on sort de l'aéroport de Simalène, on emprunte une autoroute. Ben oui, il y en a une. Le tronçon de terre à voies multiples, l'allée que vous empruntez n'est pas une autoroute. 10 km quand même, 10 km. Vous ne pouvez pas être celui qui... Vous plaisantez. Vous ne pouvez pas être celui qui indexe l'impérialisme économique. Donc, vous ne voulez pas que les étrangers viennent investir beaucoup ou dominer l'économie camerounaise. Et dès qu'il y a quelque chose qui peut être quelque chose de potable dans notre pays, vous minimisez ça. Par exemple? Mais vous dites qu'il n'y a pas d'autoroute. Qu'est-ce qui vous permet de dire? Parce que vous la comparez avec les autoroutes allemandes. Vous la comparez avec les autoroutes françaises. Est-ce qu'une autoroute est forcément à la dimension des autoroutes allemandes ou françaises? Il ne peut pas y avoir des autoroutes à la dimension camerounaise ou africaine, non. Quand il y a une réalisation dans le pays, on se pose 2-3 questions. La première, qu'est-ce nous avons 60 km entre Lobo et dans la périphérie de Bouniebel. Sur 196 prévus. Oui. Vous pouvez dire que, imaginons, c'est un peu comme la comparaison entre le PIB global et le PIB par habitant. Vous pouvez dire que l'Inde a un PIB supérieur à celui de la Suisse, c'est vrai, mais divisé par le nombre d'habitants, c'est ridicule. Donc si quelqu'un dit l'Inde a un PIB supérieur à celui de la Suisse et donc est plus riche que la Suisse, il donnera l'impression qu'il a raison. Non, c'est simplement parce que vous avez dit qu'il n'y a pas d'autoroute au Cameroun. Que nous nous autorisons cette bifurcation. Il n'y en a pas assez, mais dire qu'il n'y en a pas, c'est quand même... Il y en a, c'est modeste, c'est pas la taille de la Côte d'Ivoire, c'est pas la taille du Sénégal, mais il y en a. Si vous c'est les faits, vous êtes revenu sur les faits pendant... Si vous vous satisfaites, le fait... On n'est pas satisfait. On dit, vous avez dit il n'y a pas d'autoroute au Cameroun. Nous disons il y a 60 km entre Lobo, dans la périphérie de Nkolbison, et la périphérie de Womiebel, et il y a 10 km entre le quartier Sam et l'aéroport de Simalène. Ça, c'est des faits. Dans ce cas, il aurait fallu dire aux Camerounais, il y a une dizaine d'années, nous allons vous construire 60 km d'autoroute. Les Camerounais attendaient une autoroute qui a un sens, qui permet, 1, aux marchandises de s'écouler facilement entre les deux capitales, 2, aux accidents d'être drastiquement réduits, puisque la cause principale des accidents, c'est la collision. Non, on ne voulait pas laisser passer une contre-vérité. Vraiment, c'est un marge du débat. En fait. C'est simplement ça. C'est pas être totalement contre vous, mais c'est de relever que vous ne pouvez pas dire qu'il n'y en a pas. Il ne s'agit pas d'être contre moi ou pas. Je suis en train de dire, à partir du moment où je dis il y a une autoroute au Cameroun, bon, évidemment, je crée une situation où les Camerounais sont contents de ce qu'ils ont là et qu'ils appellent autoroute. Voilà. Or, il n'en est pas question. Vous êtes venu en France, vous avez vu, vous avez une idée de ce qu'est une autoroute. Vous avez un tronçon d'une dizaine de kilomètres à voies multiples. Bon, vous considérez que comme il est plus large que la moyenne, c'est une autoroute, je vous l'accorde. Mais moi, je vous dis ce qui permettait la fonctionnalité de l'autoroute prévue, c'est-à-dire rehausser le niveau économique du Cameroun en permettant aux marchandises de 1 d'être écoulées plus facilement, de 2 en permettant aux agents, aux acteurs économiques d'arriver en vie d'un point A à un point B. Cette autoroute-là, celle-là, elle n'est pas achevée. Et même l'autoroute Yaoundé-Simalène, qui a pris 11 ans de travaux, pour une dizaine de kilomètres et qui a coûté près de 100 milliards de francs CFA, a été un gouffre financier dont les responsables n'ont toujours pas répondu de leurs actes. Oui, dans tous les cas, on est d'accord qu'il y en a au moins une. Oui, je veux dire, je suis d'accord qu'il y ait une autoroute, mais maintenant, la différence maintenant, c'est que quand on s'est donc mis d'accord qu'il y ait une autoroute, je veux bien, enfin, comme je parlais tout à l'heure des petits combats, j'ai la faiblesse de ne pas voir ça comme ma finalité. Ma finalité, c'est que quand on a donc terminé la petite autoroute de 7 à 8 km ou 10 km entre Yaoundé et Simalène, vu qu'elle a coûté bien plus que ce qui était prévu, il faut qu'on explique pourquoi elle a coûté plus que ce qui était prévu, puisque dans le même temps, des enfants sont morts à l'hôpital La Cantini par manque de couveuse. Donc il faut qu'on explique que l'argent qui a été utilisé servait vraiment l'autoroute.
Et non que c'était une surfacturation d'un argent, d'une infrastructure qui coûtait à la base beaucoup moins cher et qu'un argent qui aurait pu servir à dynamiser un autre secteur est rentré dans les poches privées. Idem pour les 60 km de la route qui ont des Douala sur 196, qui n'est toujours pas achevée et qui a déjà coûté bien plus cher que ce qu'elle aurait dû coûter pour ce qui a déjà été réalisé. Donc quand on veut développer un pays, on ne se dit pas, bon, on voulait faire 20 km de route en 3 ans. Finalement, on en a fait 4. Okay. En 8 ans, ça a coûté plus cher, mais ça va. Vous êtes dans la posture politique et ça peut se comprendre aussi. Je voudrais qu'on parle un peu maintenant vous avez esquissé un mot tout à l'heure par rapport à ça, de ce qui s'est passé au Sénégal. Vous avez dit, au Sénégal, en gros, la mobilisation était forte à l'intérieur et qu'elle a en plus bénéficié du soutien de la communauté internationale. Non. Pour que les choses changent. En gros, je schématise un peu, c'est un peu ce que vous avez dit. Parlant de l'arrivée de Diomaye et de Sonko. J'ai dit l'incarcération, parce qu'on m'a pris l'exemple du Sénégal aujourd'hui. On m'a dit Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui est président. Et je dis que Bassirou Diomaye Faye a été élu président parce que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne se sont pas dit « Bon, si Macky Sall viole la Constitution, on fait quoi ?» Ils ont dit au peuple sénégalais « Mobilisons-nous tous azimuts pour que la Constitution ne soit pas violée. » Et de deux, ils ont dit à M. Lamine Badio Camara, le président du Conseil constitutionnel au Sénégal, « Attention, tu sers la République et non un individu. » C'est M. Lamine Badio Camara qui a justement été le juge de paix dans cette histoire. Aux antipodes d'Atangana Clément au Cameroun, qui lui se sent redevable à Paul Biya plus qu'autre chose. Mais vous avez ajouté aussi qu'il y a eu le soutien de la communauté internationale. Non, je dis c'est la mobilisation. La pression de la communauté internationale. Non, je n'aime pas le mot communauté internationale parce qu'elle désigne le petit collège de pays occidentaux qui nous ont colonisés. La pression internationale peut venir d'autres entités. Ça peut venir de l'Éthiopie, de l'Ouganda, de d'autres pays africains qui, en regardant le Sénégal, mettent une pression sur Macky Sall. D'ailleurs, il est dans l'Union africaine. Ma question, c'est de savoir, puisque on est d'accord sur ce que vous dites, ma question, c'est de savoir pourquoi le MRC n'arrive pas à le faire pour le Cameroun. Parce que la construction, pour plusieurs raisons, parce que déjà la construction nationale est un processus de longue haleine, et de deux, parce que le Sénégal n'a pas le même facteur tribu. Vous me permettez de revenir sur la question de ce cher Olivier sur le clanisme, c'est-à-dire au Sénégal, il y a une sorte d'unicité linguistique. C'est pas tout à fait ça, mais quand même, c'est pas comme nous, vous avez 300, 400 groupes ethniques, et où vous avez carrément la facilité de dire à un parti politique, c'est-à-dire ceux qui font preuve du tribalisme le plus décomplexé à ciel ouvert, mais pour opérer le transfert de culpabilité auquel je faisais allusion, colle cela à autrui et justement utilise cela comme un moyen politique. Au Sénégal, il y a une unicité religieuse, il y a une relative unicité linguistique qui fait que monsieur Ousmane Sonko peut tenir son premier discours en Wolof sans que ça ne choque personne, puisque la quasi-totalité y vont le comprendre. Chez nous, au Cameroun, ce n'est pas possible. Et donc, l'appareil mesquin que Paul Biya utilise dans le cas du Cameroun, c'est par exemple de dire, comme M. Olivier m'a posé la question, le MRC est un parti clanique. Clanique, je peux poser la question, de quel clan s'agit-il? Je ne suis pas du groupe ethnique de Maurice Kamto, je ne suis pas de ce clan. Et je suis quand même très à l'aise au sein du parti. Autant que tous les membres du RDPC ne sont pas du clan du président de la République. Le problème, c'est donc que ceux qui, au nom du RDPC, cela ne s'est jamais vu au nom du MRC, empêchent les Camerounais de venir à Akomde, pour le SDF, empêchent les Camerounais de venir à Ibolova, et ils le font. Non, ne le fait pas. Mais ce sont eux qui disent, nous sommes un parti clanique. C'est le fameux transfert de culpabilité. Je vais vous prendre un exemple que je prends toujours, mais puisque les Camerounais nous écoutent, ça les aiderait. C'est ce qui a revenu à Malcolm X. En 1965, il était dans un discours à New York, c'était 5 jours avant sa mort, le 21 février, où il dit, mais ces blancs-là, c'est blanc parce qu'on était encore à l'époque de la ségrégation. Oui, il dit, mais ces gens-là nous accusent de ce dont ils sont coupables. Il dit, ce sont des criminels, parce que c'est des gens qui nous ont dénié nos droits, ils nous ont mis à genoux. D'ailleurs, même, ils m'ont donné un nom qui n'est pas le mien, c'est pour ça qu'il change son nom, Malcolm Little, en Malcolm X, la fameuse inconnue. Mais ce sont ces gens-là qui disent que nous, on est racistes, anti-blancs, je ne comprends pas. C'est la même chose. Le MRC a en son sein toutes les identités tribalo-ethniques que vous voulez. Le MRC n'a jamais rejeté quiconque selon cette tribu. Au contraire, quand je dis un Camerounais qui n'est pas de... Parce que pour eux, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est tellement attristant parce que nous, on parle de programme politique. Maintenant, celui qui parle de l'ethnie du président du MRC, je lui dis, bon, viens au MRC, il me répond, ah non, moi je ne me mêle pas à votre, justement, groupement ethnique. Surtout en ce moment où il y a pas mal de membres qui sont en train de partir. Et là,
Mais la question n'est pas si on part ou Non, 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 on a le droit de partir. La question, c'est si on part sur des... Est-ce que le MRC a chassé quelqu'un? Même ceux qui sont partis, à aucun moment, n'ont pu dire que j'ai été chassé parce que j'étais d'une ethnie X. Et encore que les ressortissants de la même ethnie que le président en sont également sortis, sont en grief contre lui, ils en ont le droit. Ce qui est malsain, c'est que des Camerounais qui ne sont donc pas de l'ethnie du président du MRC refusent d'intégrer le MRC. C'est-à-dire, c'est eux qui ne viennent pas. C'est pas quelqu'un qui leur dit ne venez pas. C'est eux qui décident qu'ils ne viennent pas. Or, c'est eux les seuls à pouvoir créer la diversité, vu qu'ils sont d'une autre ethnie, d'une autre tribu. Mais après n'être pas venus, c'est eux encore qui disent il n'y a que X au MRC. S'il n'y a que des garçons dans une pièce et que les garçons disent aux filles entrez, les filles décident ah non, on n'entre pas. Et ensuite les filles disent ces garçons sont discriminatoires, il n'y a que des garçons dedans. C'est le même jeu pervers auquel on a affaire depuis 2018. Je vais revenir sur un autre point que vous avez essayé de développer avec Olivier et Armel. Celui de la présidentielle 2025. On est à, je pense, à un an et peut-être quelques mois maintenant, peut-être quelques semaines, c'est sûr. Et vous dites que le MRC fait partie maintenant d'une alliance, c'est-à-dire l'Alliance pour le changement. Oui. Et ils vous ont posé la question de savoir qu'est-ce que ça a de différent par rapport à ce qui s'est passé en 2018, ce qui s'est passé en 2011 aussi. Moi, j'ajouterais ce qui s'est passé en 2004. J'ai la chance aussi, là, en 2004, j'étais au Cameroun. Vous savez qu'il y avait une présentation en 2004? Oui. Ah, oui, d'accord. Vous saviez qu'il y avait une coalition qui était en place entre l'UDC, le SDF, pour la présidentielle de 2004. Et que cette coalition a tenu jusqu'à 15 jours du scrutin. J'ai même, moi, en tant que journaliste, couvert la grande réunion à laquelle Père son âme, M. Ndamdieu avait été désigné comme candidat unique de l'opposition et que par la suite, John Fundi n'a pas accepté, disant que lui, il a des parlementaires, des éléments à l'Assemblée et que l'UDC en avait moins et qu'il ne pouvait pas accepter que... Alors qu'il y avait une réunion, ça se passait à Douala, j'y étais, une réunion où justement on devait choisir le candidat unique de l'opposition. Je repose donc la même question. Qu'est-ce qui va faire que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets? Pourquoi vous pensez que 20 ans après, la situation est beaucoup plus gérable qu'elle ne l'était en 2004? Le SDF a ses revendications ou ses principes qui ne sont pas les nôtres. Si John Fundi ne l'a pas voulu, ça ne veut pas dire que nous ne voudrons pas. Le G20 de l'opposition de 2018 n'a pas empêché Paul Biya d'être le candidat choisi. Même en 2018, le MRC aussi avait une coalition. Il y en a même une qui s'est formée en dernière minute avec Akere Mouna à la veille. Donc la coalition n'est pas un phénomène nouveau. Il y a des coalitions qui, pour des divergences d'opinion, peuvent se disloquer à l'entrée des élections. Ce n'est pas notre cas. Nous, on parle de manière ouverte. On a désigné notre candidat. Et ceux qui ont rejoint la coalition de l'APC sont ceux qui, d'entrée de jeu, ont déjà acté et accepté le fait que c'est ce candidat-là. On se réunit sur la base de principes convergents. On ne se réunit pas d'abord et après on se met à réfléchir quels sont les endroits où on s'entend. Donc c'est d'ailleurs ça le sens et l'essence de la coalition. C'est le contraire de la dislocation. Dans la coalition, on se met ensemble parce que on a les mêmes intérêts. Peut-être qu'on peut différencier sur quelques... Encore une fois, en 2004, ils avaient les mêmes intérêts. Non, pas, finalement non. Bah oui, finalement non. Finalement, mais ça, on se rend compte à la fin. C'est ce que je viens de dire. Hein. Mais c'est comme si je vous demandais qu'est-ce qui vous garantit que Paul Biya lui-même sera président en 2025. Rien que sur la base de son âge, il est très vieux. Et par nature, qu'est-ce qui vous garantit qu'il sera là? Il est âgé, c'est un peu plus gentil. Ben oui, il est vieux. Oui, il est âgé, c'est plus gentil. Oui, mais il y aura, nous accordons le bénéfice du dos. On lui souhaite tout le bonheur du monde. Nous, on veut remplacer le RDPC. Moi, on lui souhaite bien d'être le candidat du RDPC. Mais ça, on n'en sait rien. On ne sait pas ce que la nature aura décidé. On n'est sûr de rien nulle part. Donc, si on Même va pas sur... pour vous. Oui, justement, si on va sur ce jeu... Pas pour vous qui êtes plus jeune. Oui, évidemment. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Ça Ouais. signifie que si on va sur ce jeu, on peut interroger la question dans absolument tout. Qu'est-ce qui nous garantit que ceci va arriver? Qu'est-ce qui nous garantit que ceci va arriver? On le fait parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Quand on crée une coalition, c'est parce qu'on part d'un principe. On va arriver sur la ligne d'arrivée ensemble. Même si on a 35 ans et qu'on dit on va aux élections, on se dit que on sera en vie jusqu'à ce jour-là. Même si la nature peut en décider autrement, c'est exactement pareil. Alors, à propos de cette présidentielle-là, vous avez utilisé une autre formule, en fait, qui est habituelle en fait, au MRC, le président de facto. Oui. Oui. C'est celui qui est là, parce que c'est lui qui doit être là, mais normalement, c'est pas lui qui devait être là.
on est à moins d'1 an et demi de la prochaine présidentielle. En fait, vous continuez à contester ce qui s'est passé en 2018. C'est-à-dire que l'écrasante victoire du président de la République... 71%. Vous continuez à la contester encore à moins de 2 ans, à 1 an et demi maintenant de la prochaine présidentielle. Vous avez certainement remarqué après 1 heure d'entretien que ça n'a pas été mon focus. Je l'ai dit. Ah, c'est pas... Justement, c'est-à-dire... Pas le mien non plus, mais j'ai noté, ça fait partie des choses que j'ai notées. Vous avez dit le président, disons-le. Oui, j'ai dit le président de facto, parce que c'est le président actuel. Non, en fait, il y a plusieurs choses qui font qu'un président, légalement, n'est pas président. C'est quand il méprise la loi, ce que Paul Biya fait tout le temps. Paul Biya, par exemple, a signé le décret d'application 237/2011-8 ou 2011 qui consacrait la carte consulaire comme la pièce exigée pour l'inscription en diaspora. Mais pourtant, ce n'est pas appliqué. Maintenant, on impose aux gens le titre de séjour, ce qui est une violation de la Constitution. Paul Biya, justement, il ne rappelle pas son ministre de l'Intérieur à l'ordre qui s'octroie la suzeraineté sur les problèmes internes d'un parti politique en violation du paragraphe 2 de l'article 5 de la loi électorale de 2012. Paul Biya mène, quand il arrête les prisonniers politiques, il mène des mandats de perquisition, enfin il mène des arrestations sur des mandats de perquisition, il fait juger des civils. C'est lui qui mène des arrestations, c'est lui qui arrête les gens, c'est lui qui... Oui, et oui. Vous prêtez trop de pouvoir, je crois. Mais finalement, il est vivace, Paul Biya. Il est vraiment il est dynamique. Il est dynamique, il jouit de sa jeunesse de 40 ans. Attention, quand vous allez prier, vous déjà péché par action et par omission. Le laisser-faire est une complicité. Vous avez eu la force de voir en Maurice Kamto, de sous-entendre qu'il serait l'un des responsables des crises de 2008. Or, il n'est que le sous-fifre. Permettez-moi donc de voir en celui dont vous me répétez qu'il est le président de la République, le responsable des arrestations des prisonniers, des Camerounais pour leurs opinions politiques, par des services militaires qui ne peuvent pas agir sans l'aval du chef suprême. Vous avez dit tout à l'heure aussi que, à propos de l'inscription sur la liste électorale, que ce serait bien que les jeunes de 18 ans, qu'on met en prison parce qu'ils ont dit qu'ils n'aiment pas Paul Biya, ça existe encore ça aujourd'hui au Cameroun? Vous pouvez l'affirmer ça? Je suis en train de dire... On arrête des jeunes parce qu'ils ont dit qu'ils n'aiment pas Paul Biya au Cameroun aujourd'hui? On arrête les gens. Parce on parlait des jeunes de 18 ans. Les jeunes mais je ne regarde pas les... Monsieur Ekanga, vous avez parlé des jeunes de 18 ans. Attention, pourquoi est-ce que vous ne reconnaissez pas vos propos? Calmons-nous, il faut que nous sachions quel est le fond du débat. Oui. Jeunes de 18 ans ou jeunes de 23 ans, qu'est-ce que ça change? Alors, pourquoi vous refusez alors d'accepter? Il n'y a rien que j'accepte ou que je refuse. La problématique est que les Camerounais sont arrêtés pour leurs opinions politiques, quel que soit leur âge. Et j'étais en train de dire la disposition numéro 80 dans son paragraphe 4 de la Constitution camerounaise dit que tout majeur de 18 ans est pénalement responsable. Oui. Et j'ai donc dit, ça signifie qu'un Camerounais peut être arrêté pour ses actes ou pour ses opinions politiques à 18 ans. C'est ce qui est écrit dans la Constitution. Donc, ce qu'on a fait à Maurice Kamto quand on l'a arrêté chez Albert Nzongan, s'il y avait un garçon de 18 ans là, on l'aurait pris malgré ses 18 ans parce que dans la Constitution, quand on a 18 ans, on est majeur et responsable de ses actes. Et donc, de la même manière qu'on a arrêté la femme de ménage parce qu'on sous-entendait que si elle est là, c'est qu'elle a les mêmes opinions politiques que Maurice Kamto, donc elle peut faire 9 mois en prison. Et je dis qu'il y a la problématique que dans l'article 45 du Code électoral, l'âge pour la majorité électorale, c'est 20 ans. Et je tablais donc sur notre programme politique, la réforme du code électoral, qui fera que nous allons aplanir les angles. Paul Biya a vécu en Suisse une bonne partie de sa vie. En Suisse, dans le canton... Comme vous aussi, vous avez vécu en Allemagne une partie de votre vie aussi. Dans le canton, je sais pourquoi je le dis. Et justement, je m'inspire des bons exemples. C'est pour ça qu'il faut qu'on débat. Dans le canton de Glaritz en Suisse, depuis 2016, depuis 2007, on peut voter à 16 ans. Dans le reste des 25 cantons, parce que Glaritz c'est le 26e, dans le reste des 25 cantons, en Suisse, on peut voter à 18 ans. J'aimerais bien qu'il s'inspire de cela, parce que moi, en Allemagne, à Hessen, dans la ville de Francfort, où j'ai passé les il a dit Hessen. Non, Hessen avec H. Manger, c'est... Non, manger en allemand, c'est Hessen sans le H. Sans le H, ok. Hessen, c'est la région le Land. Et justement, dans le Hessen, dans le Saarland, dans le Bremen, dans beaucoup d'États fédérés en Allemagne, on vote à 16 ans. Donc, vous l'avez dit, j'ai vécu en Allemagne, donc je connais l'Allemagne. Dans, justement, la majeure partie des États fédérés d'Allemagne, on vote à 18 ans. Je veux la même chose pour mon pays. Et dans les États que je viens de citer, on vote à 16 ans. D'ailleurs, pour les élections européennes qui se tiennent le 8 juin, ils ont mis pour tout le monde la possibilité de voter il y a 16 ans. Donc quand je dis que Paul Biya vivait en Suisse, ce n'était pas pour comparer les domiciles que nous avons occupés, c'était pour dire, nous avons tous vécu en diaspora.
Moi, j'essaie de prendre ce qui a marché a priori en diaspora et d'implanter ça sur le terrain dans un souci de cohérence, parce que la majorité pénale est de 18. J'ai vraiment une inquiétude par rapport à ça, parce que quand on vous entend... Nous n'avons plus que 2 minutes. Oui, quand on vous entend, on a l'impression que le Cameroun doit être fondu, alors je parle du Cameroun, peut-être même l'Afrique, fondu, j'allais dire, dans tout le reste du monde, de manière à ce que il ne reste plus rien qui soit propre au Cameroun, à l'Afrique. Non. Vous mettez la culture où dans tout cela? Vous ne lisez. Si vous prenez comment on vit dans le comté du Hassen, si vous prenez comment on vit dans le comté du Vaud, quand vous prenez comment on vit en France, tout ça là, vous voulez que le Cameroun soit exactement comme ça, ou que, mais il va rester quoi de l'identité, de ce qui fait l'essence même du Camerounais, de l'Africain? Vous ne lisez pas le programme politique de notre parti. Ce qui nous fait y aller à la présidentielle. Je confesse que je ne lis pas que ça. Ça se voit. Et dans le programme, il est marqué que nous allons même procéder à la création d'une langue nationale inspirée de nos langues africaines. C'est-à-dire, on va créer une sorte de syncrétisme linguistique où on va piocher dans chacune de nos langues, rassembler tous nos linguistes. Une langue in vitro. Oui, ex nihilo. Ou in vitro, si vous voulez. On nous a enseigné que la langue, c'est l'identité. Oui, culturel. Oui, mais c'est le fruit, c'est la partie visible d'une culture. Exactement. Vous allez fabriquer une culture in mais vitro. Tant que c'est à partir de... Évidemment, ça se fabrique. Il y a une culture cinéma qui se fabrique. La culture la plus exportée pour les Américains, pour les Indiens, c'est le cinéma. Oui, même pour les gars du Nigeria, tout ça. Oui, ainsi de suite. Pour le Sénégal, ils ont la lutte, ils ont des traditions. Pour le Cameroun, on a la cuisine, on a nos arts et nos cultures en fonction des régions. Ce qu'on est en train de faire, c'est que parce que les Camerounais ont du mal à se départir de l'identité strictement tribale, vu qu'ils sont en outre instrumentalisés par des élites politiques perverses, on a essayé de trouver un juste milieu, le syncrétisme linguistique. On a des érudits africains géniaux, vous avez Koumandou B3, Mbambok Bogbasson, vous avez même des jeunes d'Ibomba Rimbok, vous avez des gens qui ont appris l'Afrique, qui ont élaboré des théories sur l'identité africaine. Ces gens-là, dans le programme du MRC, il est inscrit que nous allons mettre nos linguistes à contribution pour créer une langue, non pas tirée des langues d'ailleurs, mais de chacune de nos langues, pour que le jour où elle deviendra à moyen et long terme la langue officielle, chaque Camerounais puisse s'identifier, parce que chacune de nos langues aura donné de son énergie dans cette langue-là. Les langues, ça se crée. Vous avez vu la série Game of Thrones, où on a créé une langue pour faire... c'est de la fiction, mais d'autant plus dans la réalité. Déjà, nos langues ont des encodages similaires. On va pas faire de la linguistique ici, mais si vous regardez la structure de nos langues, ou même l'identité des expressions, vous allez vous rendre compte qu'énormément de choses se rejoignent dans des langues qu'on croit être opposées les unes aux autres. C'est ce que nous dit le livre de Théophile Obenga qu'il écrit en 1993, et lui c'est un Congolais, origine commune de l'Égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes. Et dont le MRC s'inspire donc non seulement des linguistes africains, cher Anta Diop le disait d'ailleurs déjà, mais aussi des linguistes locaux, des érudits locaux, j'en ai cité quelques-uns, qui vont s'asseoir, qui vont étudier les paradigmes de nos langues et qui vont puiser dans chacune de nos 200-300 langues des éléments qui permettent de créer une langue commune, une identité camerounaise, qu'on aura comme justement cachet camerounais à côté du français et de l'anglais qui pourront nous servir dans nos voyages. Je vous invite mais à voilà, aller une rencontrer identité camerounaise. le sociologue et linguiste M. Minka, qui a proposé déjà une langue syncrétique au Cameroun. Mais je me rappelle qu'à l'époque, les gens comme le professeur Tadadjeu reprochaient à cette langue d'être créée in vitro. Je veux dire que ça existe déjà. Il y a quelque chose qui a été proposé par Minka. On s'y adapte dans tout projet. Simplement l'enrôler. Dans tout projet, et c'est une phrase qu'on attribue à Mahatma Gandhi souvent, il dit au début on vous ignore, ensuite on se moque de vous, puis on combat, puis vous gagnez. Comment dire, une réforme est toujours sujette à controverse, surtout une réforme sont déchirantes, ouais. Mais tant que c'est l'identité camerounaise et l'esprit dedans, c'est qu'aucune des tribus ou des ethnies ne se sent lésée. C'est pour nous le juste milieu pour qu'on n'ait plus des gens qui, quand vous arrivez chez eux, vous avez beau être camerounais, ils ont beau vous dire que le Cameroun est indivisible, mais vous arrivez chez eux, ils vous disent « rentrez chez vous ». C'est de la barbarie sociale. Ça ne doit pas exister. Et c'est écrit dans notre programme la solution à cette barbarie sociale. Merci Jean-Célestin et Djangué d'être passés par ici. Nous souhaitons bon vent à votre ouvrage Côte d'Ivoire Makan 2023, comme si vous y étiez. Peut-être ça peut faire des jaloux au Cameroun. Peut-être que Jean-Célestin et Djangué auraient dû écrire Makan au Cameroun, comme si on y était. Il n'y avait pas grand-chose à révéler sur la canne au Cameroun, non, tout simplement parce que vous ne l'avez pas couverte. Voilà, c'était une voilà. question d'opportunité. Okay. Merci Jean-Célestin d'être passé par ici. Nous allons poursuivre l'arène avec le deuxième tableau, le deuxième fil rouge, j'ai envie de dire,
Comme ça, c'est consacré à l'apport de la diaspora au développement du Cameroun. Nous avons Wilfried Kanga ce soir et nous avons 2 journalistes qui m'accompagnent. Je fais malheureusement pas partie de la diaspora, mais les 2 journalistes qui m'accompagnent pour l'interview ce soir sont des produits du cru de la diaspora. On saura mener cette discussion dans un instant, 10 secondes. Nous revenons sur ce deuxième fil rouge avec une pensée pour Anatole Minka, le père de la Frodia, cette langue donc proposée qui serait une synthèse des langues camerounaises qui a été proposée autour de 2005, qui a été contestée par la Commission nationale chargée des langues pendant longtemps. Peut-être que le MRC peut réveiller le débat. Voilà, je vous invite donc dans cette deuxième dorsale à parler de la diaspora et des questions identitaires, des questions d'unité nationale au Cameroun. Comment vous avez vécu le 20 mai dernier ? Je pense que c'était l'un des pires 20 mai de l'histoire. Mais chaque année, vous dites que c'était le pire. Non, cette fois c'était le pire. Il est d'ailleurs possible que ça aille de mal en pis, comme on dit. Donc il est possible qu'aujourd'hui soit pire que l'année d'avant. Et ce n'est pas un caprice, parce que quand quelqu'un qui estime que le 20 mai s'est bien passé entend ce que je viens de dire, il se dit, bon, il est du MRC, alors forcément il dit ça. Je suis factuel. Il y a eu la fête, mais il n'y a pas eu l'unité. L'unité, ça veut dire tous les Camerounais convergent ensemble, parlent d'une seule voix et sont unis, personne ne discrimine personne. Est-ce que le fait d'exclure un parti du défilé du 20 mai, c'est l'unité? Non, c'est même pas un débat, on n'a même pas besoin de discuter dessus. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui dit que si un parti n'a pas d'élu à l'Assemblée, il est exclu du défilé. C'est encore... On ne va pas recevoir 380 partis, mais 250 partis. On peut du 20 mai. On peut au moins ailleurs, il n'y a même pas de défilé de partis politiques. C'est peut-être déjà un exemple qu'il faut saluer. Mais c'est mauvais uniquement parce qu'il n'y avait pas d'un parti. Alors moi, tout à l'heure, j'écoutais avec attention, je me disais pourquoi il va dire que c'était mauvais. Soyez sérieux. Le parti dont vous dites vous-même qu'il est arrivé deuxième à l'élection présidentielle, dont le parti qui draine en théorie plus de monde après le parti au pouvoir, est exclu du défilé. Et vous n'estimez même pas qu'il est rationnel que, même si on ne peut pas inviter tout le monde, on invite les principaux, les plus grands, les 4, 5, 6 plus grands, un peu comme on fait dans les partis. Vous voyez, en Allemagne, lors des élections fédérales, on dit les partis représentés à l'Assemblée sont les partis qui ont obtenu plus de 5% des voix. Comment n'êtes pas à l'Assemblée? Non, je sais où je viens. Je dis, comme on ne peut pas mettre tous les partis à l'Assemblée, on sélectionne ceux qui ont atteint 5% des voix. De la même manière pour le défilé, comme on ne peut pas inviter tous les partis, on n'a qu'à sélectionner ceux qui ont les meilleurs scores à la présidentielle pour éviter justement que 20 milliards de personnes soient au boulevard du 20 mai. Mais là, on décide que le deuxième parti, selon leurs propres chiffres, après le RDPC, ne vient pas défiler, non pas parce que ça ferait trop de monde, mais parce qu'il n'a pas d'élu à l'Assemblée, ce qui n'est écrit nulle part dans la Constitution. En fait, on normalise l'écart. Donc, on se lève capricieusement, on dit, puisque ces gens-là ne sont pas à l'Assemblée, bon, la Constitution n'a aucun problème avec ça. Mais c'était important pour votre parti d'aller défiler devant vous venez de me demander comment j'ai perçu l'unité. Vous épinglez l'absence de parti politique du fait de la discrimination des dirigeants. Et je vous dis, je suppose que c'est un des éléments qui vous fait dire que la fête de l'unité ne s'est pas bien passée, la fête nationale. Je demande donc si c'était important pour votre parti de défiler devant les sous-préfets, les gouverneurs, les préfets et Paul Biya. J'étais en train d'énumérer. Parti comme le MRC. Ouais. Attention, essayez d'enlever Paul Biya, les sous-préfets du boulevard du 20 mai, laissez le MRC défiler et voyez si le MRC ne défile pas. Le MRC a donc la faiblesse de considérer que même si vous êtes sous-préfet RDPC, même si vous restez Camerounais, le MRC ne déteste pas Paul Biya en tant que Camerounais, le MRC déteste la politique interne de Paul Biya. Ça signifie que quand nous défilons devant le drapeau camerounais. Et même si Paul Biya ne vient pas, le MRC aurait défilé parce que le Cameroun a la priorité. Et je n'ai pas dit que c'est le seul élément, on m'a demandé comment j'ai perçu le 20 mai. Et là, j'établis un fait, je dis, on a une violation de loi sous nos yeux. Dans notre pays, on banalise la violation de loi. À un moment donné, ceux qui banalisent la violation de loi auront Paul Biya devant eux ou l'un de ses services qui vont venir prendre sa femme ou son mari ou ses enfants, les mettre dans un sac et partir. Parce que, bon, comme il est le président, il en a le droit. Pourtant, non, la loi ne le lui permet pas. Dans le même ordre d'idée, la loi ne lui permet pas d'exclure, selon ses caprices personnels, un parti politique
politique. Il n'a pas ce pouvoir-là, la Constitution ne le lui permet pas. Oui, ça, c'est on l'absolutisme. ne peut pas dire non plus selon ses caprices personnels. Là, c'est un avis, un jugement. Mais on va revenir un peu Mais sur quand la ce n'est pas diaspora. selon la loi, c'est selon un caprice. Et de deux, je mets un Pas deuxième... forcément. Je ne sais pas les raisons. Je ne suis pas l'avocat. Mais quand on ne sait pas les raisons, on n'est Quand pas c'est le ferme sur ce qui n'est pas la quand c'est raison. le RDPC, c'est un caprice. Quand c'est le MRC, c'est pas un caprice. Je vous ai demandé il y a quel moment le MRC a violé la Constitution. Moi, je cite des exemples. Le RDPC Non, viole mais il la n'y a pas Constitution. caprice seulement quand on a violé une constitution. Il y a- Sinon, donnez-moi une autre Les partis configuration. politiques concourent au suffrage universel. Donc, ils ont le droit d'y aller, mais pas l'obligation. Ils concourent. Ils ne sont Concours au Oui. suffrage universel. Concours, C'est le ça veut rôle- dire- C'est une des fonctions sociales d'un parti concours, ça veut politique. dire participer Donc ne pas y aller, c'est renoncer à un devoir constitutionnel. à un droit Un constitutionnel. devoir. Quand les L'élection est un devoir. Attention, quand les Pour celui qui vote, C'est- pour c'est- celui qui Ce participe. qui devient un devoir, c'est la résistance quand le droit n'est pas respecté. Le cas échéant, je vous ai parlé tout à l'heure de Thomas Jefferson. Quand l'injustice devient une loi, le cas du Cameroun, on viole la loi et ça devient un droit. Donc ce qui devient un devoir, ce n'est plus la participation, mais la résistance. Quand quelqu'un vient chez vous, cambriole, essaye de prendre votre télé, vos objets, vous avez le droit de vous défendre. Ça devient littéralement un devoir. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, Wilfried et Kanga. Je voudrais revenir sur un point. Et ce n'était qu'un élément. Oui, sans doute, mais bon. Nous n'avons on a que fait 20 faire- minutes. On Oui, a- justement, je dis que ce Voilà. n'était qu'un élément. On n'en finirait pas si je devais tout Je mentionner. veux poser une question un peu naïve, mais je l'assume. Hein. Comment est-ce qu'on peut se... Je ne sais pas s'il faut dire proclamer ou s'auto-proclamer ou jouir de l'expertise de connaître le Cameroun lorsqu'on est à 4 ou voire 6 000 kilomètres du pays? Le fondateur du panafricanisme, Marcus Garvey, il est né en 1887 en Jamaïque. Il n'a jamais mis pied en Afrique pourtant. Tous les leaders africains, Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio et consorts, se sont inspirés de lui. Oui, mais toi, tu es... Ou, pardon, Moi, vous encore- êtes Wilfried et Kanga. Justement, moi, contrairement à Marcus Garvey, qui n'a jamais mis un pied en Afrique tout en étant le père fondateur du panafricanisme, j'ai vécu les 20 premières années de ma vie au Cameroun. Ça permet quand même de connaître le Cameroun quand on y a vécu 20 ans, quand on a pris son lait maternel là-bas, quand on a grandi dans son village, qu'on a appris sa langue maternelle, qu'on la parle, quand on a fait ses classes là-bas. Mais Voilà. beaucoup de choses ont évolué depuis votre départ. Et alors, ça ne fait pas de moi un Camerounais de moindre valeur que ceux qui sont sur place. Au contraire, le fait de voyager Vous me avez permet... conservé votre nationalité camerounaise. je me réserve cette révélation-là. D'ailleurs, quand le MRC sera au pouvoir, le MRC instaurera La la double double nationalité. Vous avez Donc, répondu la à la réponse question. est Vous claire. avez donné la réponse à la Maurice question. Kamto a d'ailleurs parlé de multiples nationalités. Non, hein. pas du tout. Je ne vous ai pas dit que j'avais une nationalité. Non, on n'a pas compris, affirmé ça que vous l'avez sous-entend. dit. Mais nous, Libre à vous. Si un jour vous allez dire que Wilfried Ekanga a une nationalité étrangère, ayez les moyens de le prouver. non, mais on va On pas l'a le dire. pas dit. On a posé- On va Les pas gens le vous ont dire. écouté, les gens vous écoutent. Non, je vous dis ce que vous On n'a pas sous-entendez. besoin de leur redire ce qu'ils ont entendu. Je vous aide en vous disant ce que vous sous-entendez, ne vous garantit pas que c'est vrai, c'est du 50-50. Nous ne sous-entendons rien. Nous disons que nous avons une réponse à notre question. Et en parlant justement, Vous croyez en l'avoir. parlant justement de la double nationalité, il faut préciser qu'à la place de la République, lors de la dernière visite de Maurice Kamto, il a parlé de multiples nationalités. bien sûr. Est-ce que vous pensez que la multiple nationalité, justement, peut être bénéfique pour un pays comme le Cameroun, où on a déjà de multiples problèmes, où on assiste déjà à des guerres ethniques, tribales et tout ça? Multiples nationalités Oui, parce que nous n'allons pas mettre la multinationalité pour créer une discrimination supplémentaire. Nous faisons déjà un travail pédagogique de camerounisation du pays, plutôt que d'ethnicisation. Vous voyez, le MRC ne dit... Déjà, la camerounisation, on n'en arrive pas. Parce que c'est Si Paul on va Biya. ajouter Non, parce à que ça c'est Paul Biya. maintenant d'autres Attends. nationalités, On n'en ça arrive pas devient parce que c'est compliqué. Paul Biya qui est au pouvoir. Lorsque vous voulez tenir une réunion contre le tribalisme à Yaoundé, on va l'interdire. Avec le MRC au pouvoir, la réunion contre le tribalisme sera tenue. Tous les Camerounais seront invités et on leur dira pourquoi le tribalisme n'est pas bien et on Mais mettra c'est des... Paul Biya qui a criminalisé le tribalisme au Cameroun. mais factuellement, en mettant il- dans le code pénal. Mais factuellement, ils ne le sanctionnent pas. Sinon, les militants, les RDPcistes des Bolovada comme d'eux seraient en prison aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Ils sont encadrés par les services de police. Par l'argent des impôts, on entretient la discrimination des Camerounais au Cameroun. Or, avec le MRC, nous allons mener une école contre le tribalisme, une école des valeurs. Et en parallèle, nous allons permettre la plurinationalité pour qu'un Camerounais qui est
espagnol, japonais puisse avoir sa même facilité de voyager et éventuellement de faire ses affaires et d'investir au pays. Vous savez qu'aujourd'hui, la diaspora africaine, même de manière générale, investit davantage en Afrique que la fameuse aide publique au développement avec laquelle on nous bassine. En tout cas, au Sénégal, au moins, c'est comme ça bien dans chiffré. C'est comme ça dans tous les pays d'Afrique. Si on contestait ce que vous dites, au moins pour le Sénégal, c'est documenté. Oui, de toute façon, il y a 160 millions d'Africains hors d'Afrique de manière globale. Et en 2022, par exemple, avant la guerre en Ukraine, où d'ailleurs l'aide publique au développement vers l'Afrique a diminué de près de 8%, les fonds alloués par la diaspora en Afrique étaient de 95 milliards de dollars, contre seulement 35 milliards pour l'aide publique au développement. L'Afrique contribue beaucoup. Ici, on est en France. La France investit en Afrique, oui, mais elle n'investit, le total de ses investissements directs étrangers ne dépasse pas les 1% sur le sol africain. Et dans ces 1%, vous avez à peine 20 à 25% qui vont en Afrique francophone, dont l'Afrique a à compter massivement sur sa diaspora. Et si les investissements ne sont pas plus conséquents que ce qu'ils le sont aujourd'hui, c'est parce que, quand on parlait de l'unité tout à l'heure, on a créé encore une césure entre les Camerounais du pays et ceux de la diaspora. Les Camerounais de la diaspora qui disent « Vive Paul Biya », on les considère comme des patriotes parce qu'on s'est approprié le Cameroun. Par contre, les Camerounais de la diaspora qui considèrent que les solutions de Paul Biya contre la crise anglophone n'étaient pas les bonnes, l'arrestation des prisonniers politiques, c'est pas une chose à faire, la tribalisation de l'appareil social, ce n'est pas pertinent, ceux-là, on les taxe d'anti-patriotes, ils deviennent des mauvais Camerounais et ont créé justement des lois discriminatoires contre ce qu'ils considèrent comme la mauvaise diaspora. Ce sont des tares que nous allons annihiler une fois que le MRC sera au pouvoir. D'autant plus, madame, que la double nationalité est pratiquée au Cameroun en violation de toutes les lois. Et là, je vous cite le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui est espagnol, au vu et aussi... En tout cas, il a revendiqué au moins une fois en public. Oui, voilà. Donc il est espagnol et qui a dit quand même le 2 octobre 2018 sur le perron du palais d'Eto'o, je demande aux Camerounais de faire comme moi. Je vais voter Paul Biya. Donc un Espagnol a voté au Cameroun, sous nos yeux, une autre violation de la... Moi, je n'ai aucun problème avec ce qui... il a promis de voter. Il a promis. On ne sait pas ce qu'il a voté. Non, mais on ne sait pas s'il a voté. En fait, le vote est secret. On peut promettre et dans l'isoloir faire autre chose. Non, mais déjà qu'il n'aurait pas dû. C'est-à-dire, selon Paul Biya, parce que moi, selon le MRC, Samuel Eto'o doit voter parce qu'il est Camerounais et tous les Camerounais ayant d'autres nationalités doivent voter. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on permette à Samuel Eto'o de voter en violation de la disposition du 11 juin. Nous n'avons pas la preuve qu'il est espagnol, mais nous avons sa déclaration au moins. Moi, je reste prudent. Oui. Il a affirmé au cours d'une interview qu'il nous a accordée dans le journal Canal d'International qu'il était espagnol. Rassurez-vous, il l'est. Voilà. Il l'est comme beaucoup. Je reste sur cette affirmation. Il l'est comme beaucoup. Et maintenant, est-ce qu'il a participé aux élections en tant qu'électeur en 2018, c'est une autre chose à prouver. Mais en tout cas, il a annoncé qu'il voterait pour Biya. Ça, c'est clair. On peut être un peu clair là-dessus, parce que là, lui, tout à l'heure, il n'a pas voulu nous parler justement de cette double nationalité. Le concernant de façon claire. Mais il est très à l'aise sur Samuel Eto'o. Oui, voilà, très à l'aise sur Samuel Eto'o et sur vous-même. Double nationalité. Attention, double nationalité ou pas? À partir du moment où un individu dit lui, je n'ai pas sous-entendu, vous l'avez, il l'a dit lui-même. Bon, il l'a dit, et toi, qu'est-ce que vous nous dites? Autant il a le droit de le dire, autant je me réserve le droit de ne pas le dire. Mais lui, pourquoi pas, puisqu'on est là dans un exercice de clarté, on va la rencontrer. On parle au Camerounais quand même. Non, parce que j'estime que ce n'est pas important dans le débat du Cameroun. Non, j'estime ce qui est important, c'est que tous les Camerounais qui veulent avoir plusieurs nationalités l'aient. La nationalité oui, mais là, il y a des Camerounais qui posent la question, donc eux, ils ont envie d'avoir la réponse. Ça ne leur servira à rien. Ça, c'est votre jugement, ce n'est pas le nôtre. Oui, mais tant que j'ai le droit de ne pas vous le dire, j'exercerai ce droit-là. Samuel Eto'o, il a dit qu'il est espagnol. Et à partir de là, je ne spécule plus, je me base sur ce qu'il a dit. Je ne l'aurais pas obligé à dévoiler sa nationalité s'il ne l'aurait pas fait. Est-ce qu'on peut revenir sur la réalité quotidienne des Camerounais, parce que c'est leur pouvoir d'achat. Et pour sortir, nous avons leur 5 pouvoir minutes. d'achat, oui, tout à fait. Parce que la double nationalité, c'est un peu peut-être à 100 000 étages au-dessus de leur tête par rapport au prix, tout simplement, du panier du consommateur. Qu'est-ce que vous proposez pour, ne serait-ce que faciliter leur vie quotidienne? Ça, c'est les dispositions économiques. Dans notre programme politique également, nous allons procéder, à une réappropriation par l'État des fonds qui peuvent être alloués à des domaines plus pertinents. Ça passe entre autres par la réduction du train de vie de l'État. Vous avez une 60aine de ministres au Cameroun. C'est aberrant.
En Allemagne, il y a à peine une quinzaine de ministères et c'est la première puissance économique européenne. Vous avez des ministères qu'on peut fusionner. Imaginez, vous avez un ministère de l'urbanisme et de l'habitat, un ministère de la planification et de l'aménagement du territoire, un ministère des travaux publics, des marchés publics, un ministère, voilà, beaucoup de ministères qui peuvent être jumelés et cumulés en un seul. Vous avez même à l'intérieur de ces ministères-là des budgets qui ne sont parfois pas pertinents ou des ministères comme le ministère du développement, le Mindevel par exemple, lui, qui aurait besoin de plus de fonds qu'un ministère comme le ministre chargé des relations avec les assemblées ou que sais-je. On procède par une réduction du train de vie de l'État qui permet de dégager une certaine épargne qu'on peut justement investir ailleurs, notamment dans la facilitation de l'octroi du crédit à ceux qui veulent entreprendre. Dans le programme du MRC, il y a entre autres la volonté de mobiliser l'épargne de la diaspora. Comment ça fonctionne? Un peu comme au Japon, mais avec la diaspora. C'est-à-dire, vous êtes de la diaspora, le Trésor public va ouvrir un compte à côté de son compte principal dans lequel vous pouvez, en tant que Camerounais de la diaspora, injecter 1000 euros. L'État vous dit, vous avez une échéance d'1 an, vous allez récupérer 1200 euros, donc vous avez un bénéfice de 20%. Mais entre-temps, justement, cet argent-là est utilisé pour octroyer des prêts à des entrepreneurs sur le terrain qui peuvent donc justement élaborer un projet qui va leur, à partir duquel ils vont produire de la matière. La vente de cette matière va leur produire de la valeur ajoutée, des revenus avec lesquels ils pourront rembourser le crédit et y avoir de la substance pour leur vie. Et voilà, et maintenant, l'argent revient. Lorsque vous venez un an plus tard, vous voulez récupérer ce que vous avez investi, vous récupérez. Et en parallèle, il est prévu que pour ceux qui auront en amont investi déjà dans ce fonds d'épargne de la diaspora, quand eux-mêmes auront des projets, ils seront prioritaires dans la liste de ceux à qui l'État peut octroyer des crédits. Vous savez, aujourd'hui, avec la problématique du franc CFA, la principale fonction de nos banques commerciales, sous le diktat de la Banque centrale, c'est de contrôler l'inflation, dont empêcher la flambée des prix, empêcher la prolifération de l'argent, de la monnaie, et dont on muselle, on corse les conditions d'accès au crédit. Or, sans crédit, sans cash flow, vous avez du mal à investir, vous avez du mal à créer, vous avez du mal, parce qu'il y a des gens qui sont là, ils ne font rien de leur journée. Avec du cash flow, vous les employez, vous mobilisez la ressource humaine, vous les envoyez produire sur le terrain de l'agriculture, vous les envoyez produire sur le terrain des services, l'enseignement, sur tous les secteurs d'activité, parce qu'il y a de quoi les payer. L'équipe de la ménagère de moins de 50 ans, qui peut-être ne cherche pas le crédit, qui veut peut-être acheter le manioc à bas coût, ou les bananes, plantains et compagnie. Mais l'économie, c'est une interconnexion. C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un investit, à partir du moment où quelqu'un produit, et quand c'est produit en grande quantité, la ménagère qui avait du mal à remplir son panier, vu que l'État a en amont accordé du crédit à un opérateur économique dans le domaine de l'agriculture et qu'il a pu produire en masse des tomates, des avocats, même pour la ménagère, ça devient moins cher parce qu'il y a prolifération. Ce qui crée la flambée des prix, c'est la rareté. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de nourriture à acheter et du coup, la faible quantité disponible coûte beaucoup trop cher. Or, à partir du moment où l'État stable sur ce qu'on appelle le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage dans la pyramide de Maslow, la production des denrées qui permettent à l'humain d'assurer sa subsistance biologique, s'alimenter, tout ça. Voilà, il y a beaucoup de tomates, il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup d'ananas. Donc quand la ménagère part de chez elle, elle peut acheter ses avocats, ses ananas et ça revient moins cher. Comme on n'a pas beaucoup de temps, évidemment, je fais une présentation sommaire. Oui, mais on comprend que tout est basé que sur l'État, dès le départ. Les détails sont dans le... Non, vous avez demandé ce que l'État a prévu. L'État a prévu... Non, moi, je demande ce que vous avez prévu. Non, mais ce n'est pas moi qui vais développer le Cameroun, c'est le programme du MRC, c'est pas un individu qui développe un pays. Actuellement, ce que nous faisons... C'est vous le représentant, donc je m'adresse à vous. Oui, et je vous parle de ce qu'il y a dans le programme. Aujourd'hui, un citoyen n'a pas l'argent de développer un pays. C'est un programme. Non, derrière vous, c'est l'appareil que le MRC aura mis en place. Mais c'est exactement, ce que je viens de vous décrire. Vous semblez d'ailleurs très bien maîtriser l'économie camerounaise ou bien d'ailleurs les solutions que vous pouvez apporter. C'est le minimum quand on prétend diriger les Camerounais demain. Voilà. Même pas un. Dans le cadre, non, au contraire, je dis c'est le minimum. Quand on prétend diriger un parti, on élabore un programme. Les formules camerounaises pour vous taquiner un peu. Le manque d'humilité serait de leur dire c'est moi, même sans programme, je vais créer le miracle. Wilfried Ekanga, nous sommes d'accord. Et donc, du coup, dans le cadre de la préparation de cette émission, moi particulièrement, je suis allée sur plusieurs pages, sur les pages de Wilfried Ekanga, et donc dans les différents commentaires,
toutes les personnes qui vous suivent sont bien d'accord et unanimes sur le fait que vous êtes un garçon très intelligent, avec un très bon programme, et donc vous ferez peut-être un très bon ministre de la Culture. Pas forcément, je n'ai pas cette ambition-là. Non, mais vous n'avez pas cette ambition, mais après, parfois, on ne choisit pas. Si aujourd'hui vous théorisez simplement, vous passez par là. Non, on ne va pas rester dans la théorie. Si aujourd'hui, vous étiez appelé par le gouvernement à pouvoir trouver des solutions justement sur le plan économique, à être nommé par exemple ministre de l'économie, des finances, de l'agriculture. Que diriez-vous? J'estime à l'instant T qu'il y ait des gens bien meilleurs que moi pour assumer ce rôle à l'intérieur du MRC. J'accompagnerai certainement, mais pour l'instant, j'estime qu'il y a des gens... personnelle. Pour l'instant, c'est non. Vous étiez consulté pour occuper cette fonction. Pour l'instant, c'est non. Je m'assurerai que je suis le meilleur, ce que je ne pense pas à l'instant T. Mais de toute et façon, je voudrais qu'on prenne ceux qui qui sont meilleurs. Pour l'instant, donc la vérité du jour n'est pas celle de demain. Je dis, s'il s'avère que je suis le meilleur, oui, mais je ne pense pas du tout être le meilleur, donc c'est non. Non, mais donc il est déjà conseiller du président. Après, donc on va rester donc là sur le plan purement théorique, mais sur non. le plan des idées, chaque fois avec le MRC. Mais oui, puisque si de façon concrète, on vous dit venez, rejoignez-nous pour pouvoir mener la bataille et que vous puissiez dire non, il y a un problème. Imaginez que vous pouvez conduire sur le périphérique parisien, mais vous pouvez conduire maximum à 100 km/h sans faire un accident. Et à côté de vous, il y a votre voisin qui peut aller jusqu'à 240 en toute sécurité. Vous pouvez conduire certes, mais il y a quelqu'un qui, factuellement, est plus rapide que vous, avec le même niveau de sécurité. Je suis en train de dire, si au Cameroun, je suis le meilleur Camerounais pour être ministre de l'économie, c'est oui, mais je ne pense pas du tout, même dans mes rêves les plus fous, être dans les 1000 premiers. Non, mais vous aurez été choisi, Wilfried. Si je suis choisi, c'est parce que Maurice Kamto estimera que je suis le meilleur. Or, je pense que... Et du coup, si Maurice Kamto dit oui, alors... Ce serait mais vous avez l'impression qu'on choisit les ministres parce qu'ils sont les meilleurs? Paul Biya, non. Lui, choisit... Non, ailleurs, partout. De façon générale, parce que j'ai écouté Diomaye Faye, quand il installait son gouvernement, il a indiqué aux ministres, vous n'êtes pas là parce que vous êtes les meilleurs. Il a dit le contraire. S'il y a Diomaye Faye de répondre de la politique de Diomaye Faye, s'il ne choisit pas les meilleurs, tant pis pour lui. Il faut choisir les meilleurs. Non, mais nulle part on ne choisit les meilleurs. On choisit ceux qui semblent être efficaces. Voilà, les meilleurs. On ne choisit pas toujours les meilleurs. Par le parti. Mais c'est ça les meilleurs. Ceux qui sont le plus efficaces sont les meilleurs. Mais vous pensez que... Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'êtes pas efficace? Peut-être parce que c'est l'origine Biya. Vous pensez que vous ne seriez pas efficace pour l'origine Biya? Non, c'est parce que je connais la qualité des gens qui composent le MRC. Et je sais qu'à l'intérieur du MRC, il y en a qui sont beaucoup plus géniaux que moi. Et ce serait très prétentieux de ma part de penser que dans le petit cercle de 10-15 ministres qu'on aura, Wilfried Ekanga sera présent. Ce n'est pas du tout mon ambition. Mon ambition, c'est que même si c'est une chenille qui est à la tête du MRC, et même si ce sont des ratons laveurs qui sont au gouvernement, s'ils implémentent le programme du MRC de manière stricte, ça me va. Même si je suis à côté les boueurs du coin. La priorité, c'est, comme Thomas Sankara le disait, de l'eau pour tous plutôt que du champagne pour quelques-uns. Nous sommes... De l'extérieur, on n'est pas efficace, Wilfried. Je ne serai pas à l'extérieur. Mais à preuve, vous n'êtes pas la seule façon de servir nationale. Non, la seule façon de servir son pays, être ministre n'est pas la seule manière de servir son pays. Quand il n'y a que 15 ministres, vous ne voulez pas dire en Allemagne, il n'y a que 15 personnes qui servent l'Allemagne. Oui, mais on aura choisi Wilfried qui aura quand même eu la volonté de dire non. On aura choisi les meilleurs. Il a dit tout à l'heure, ministre de l'économie. Merci Wilfried Ekanga d'avoir accepté notre invitation et d'avoir joué le jeu de l'arène. Mais le temps, on est tenu par le temps. Mais quand même, je pense que pour moi, c'est une curiosité et pour les Camerounais qui nous regardent en ce moment, c'est vrai qu'on a mis de côté l'aspect Coury-Jardin, Wilfried Ekanga, côté Coury-Jardin, père, mère, de famille, époux, non. Sur le plan professionnel. Marié. On avait dit qu'on renonçait à ça, non? Oui, mais je reviens là-dessus parce qu'il y a des Camerounais qui nous regardent et qui nous ont relancé tout à l'heure. Il y a des jeunes dames qui vous trouvent séduisants. Donc, elles voudraient quand même savoir si vous êtes un cœur à prendre ou pas. Je suis un cœur difficile, il vaut mieux pas. C'est déjà un diplomate, un politicien, aguerri, futur ministre de l'économie. En tout cas, on sent Wilfried bien gêné. Très très gêné. Un peu intimidé aux entonnours. Pas du tout. Ouais. J'estime que l'espace public, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis présenté dans l'espace public, c'est pour discuter des questions publiques. J'estime que le côté... Mais c'est public aussi, parce qu'on veut savoir qui... Franchement, un conseiller de Maurice Kamto, on veut bien connaître quelle est sa vie privée. Non, pas du tout. Mais pour que tes conseils soient crédibles, bien évidemment, on a bien besoin de savoir ça. Les conseils n'étaient pas des conseils matrimoniaux. Non, mais après, il faut une certaine maturité.
qui influence, forcément. Cela va de soi. C'est important. Il faut En tout cas, vous ne portez pas une alliance. Surtout quand on Oui, sait mais bon, sans une alliance, ça veut certaine rien dire, hein. ex-première dame. Je suis marié, mais Madame j'ai oublié Obama. l'alliance. Voilà, Nous on tous, a on l'info, sait- vous êtes on sait marié. l'influence de Marié, Madame mais il a oublié Obama, hein. l'alliance. On sait que Par vous exemple. résidez en Allemagne et Et en vous avez France, fait... Madame Brigitte Macron, on connaît les influences des dames. Ouais, et elles n'ont pas besoin forcément d'être madame pour avoir de Non, l'influence. mais moi, là, on Même parlait notre de- maman de peut vous, avoir une de vous, influence. les On parlait de enfants, vous. L'influence sur vous. Donc je vous ai répondu, je suis marié, mais j'ai oublié Et on l'alliance. voit bien aussi, avec Maurice Kamto aussi, le rôle de son épouse. Voilà. Donc les épouses ont toujours un rôle. Je suis d'accord avec vous. Il est important pour Wilfried. C'est Mais peut-être... pourquoi est-ce que vous cachez ces informations? La double nationalité tout à l'heure. Non, je cache tout ça. maintenant, mais si, on sent comme un Oui, malaise. sent une certaine non, gêne, non, en fait. non, rassurez-vous, c'est pas une gêne, c'est totalement assumé, je l'ai dit. Oui, mais ça, c'est l'excuse pour. Pourquoi vous balayer. l'assumez? Pourquoi Non, mais pourquoi quelqu'un vous dit il assume et vous dites c'est l'excuse, c'est pas une excuse. Mais il répondez oui ou non, tout simplement. Bah oui, c'est voilà. aussi simple. Ou alors, Regardez. vous pensez que vous n'êtes pas un modèle Non, mais au vous- plan social? Voilà. Vous comprenez pas. Quelqu'un vous dit sur ma vie privée, j'assume de la cacher et vous lui répondez par oui ou par non. Ça veut dire vous lui enlevez le droit d'assumer. Vous avez le droit de maintenir garder ce- secret. justement. Votre Et vie privée, j'exerce c'est un ce droit droit-là. fondamental. J'exerce ce droit-là. Ce n'est ni de la gêne ni de. C'est juste l'intention. Je me suis dit, ce dont les Camerounais ont besoin, c'est des mesures qui permettent à leur pays d'atteindre à la prospérité. Cela va de soi. et je Ça suis sur les- n'empêche pas que. Attention, Au lieu de polluer le discours avec... je ne parle que pour moi, je suis sur l'espace Avec public des uniquement sujets pour people. cela, exactement. Uniquement pour ce couloir-là. S'il s'agissait de parler de moi, je ne serais jamais sur l'espace public. Je trouve ma vie trop peu intéressante pour être publiée. Ça, c'est votre avis. Merci Wilfried Ekanga, merci d'être passé par ici. On espère vous voir au Cameroun bientôt, peut-être pour la prochaine présidentielle comme en 2018. Et peut-être nous Vous qui avez la possibilité d'aller au Cameroun, je vous demande de demander à Martin Vous Barganguele. aussi avez la possibilité. Je ne crois pas, non. Demandez à Martin Barganguele de remettre à Valsero son passeport. On parle de vous. Et on parlera de la suite. On parle Ah de ben, vous, là. on parle de vous, pas de Valsero. C'est le préalable que je fixe pour venir au Cameroun. En tout cas, on nous a noté. On sera curieux de lire un autre ouvrage comme celui-ci. Oui, je sur recommande. 2025 parce que ça fait date au moins. Même si on peut contester une ou deux choses, ça fait date d'écrire sur les événements qui ont une emprise sur le fonctionnement du pays. Merci. Oui, ils sont pour cette atemporels. littérature. Les événements qui sont dans le livre, ils sont atemporels. Dont ils sont, pour ceux qui veulent bien l'acheter, il est sur Amazon. Ou vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Wilfried Ekanga pour obtenir un exemplaire. Donc voilà, les analyses qui sont dedans sont atemporelles. Elles s'appliquent autant à 2018 qu'à aujourd'hui. La raison pour laquelle je me suis engagé en politique, précisément pour parler de la chose publique. Merci, retrouvons-nous, chers téléspectateurs. Merci, chers confrères, d'être passés par ici. Merci à Jean-Célestin et Djanga qui étaient là pour le duel. Merci, un merci particulier à Vox Africa qui nous a prêté, j'ai envie de dire, nous a accordé gracieusement ces studios de Villejuif à Paris, ici pour le tournage de cette première édition dans la série de tournage consacré à la diaspora, quelques visages de la diaspora. Retrouvons-nous donc dimanche prochain avec un autre. On dévoilera son identité le moment venu, mais ce sera toujours le hot et le hâte de l'interview. Bonsoir.